acteurs d'une terre plus verte. Merci de revenir nous rejoindre pour cette deuxième partie de ce colloque autour de l'économie circulaire. Ce matin, vous étiez plus de 300 à être connectés. De nombreuses questions. On vous rappelle, vous pouvez toujours poser des questions pendant l'élocution de nos intervenants et nous répondrons soit en direct, soit on vous donnera une réponse par la suite avec chacun de ces intervenants. Pour ouvrir l'après-midi, ne serait-ce que de retrouver notre cher président. Bonjour, oui, Cédric bonjour. Abria, vous êtes donc président du syndicat AFAIA. Alors, ça se porte plutôt pas mal, l'économie circulaire? C'est clair, ça se porte bien, c'est très dynamique et puis nous avons des structures qui nous rejoignent régulièrement avec effectivement des perspectives au niveau marché et développement très intéressantes. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là ce matin. Je tiens également à rappeler que certains de nos adhérents sont inscrits en stand virtuel et vous attendent pour faire des rendez-vous en speed dating que vous pouvez organiser dans la journée ou bien déporter plus tard dans la semaine ou voire la semaine prochaine. N'hésitez pas pour des contacts professionnels à vous mettre en relation. On vous laisse libre, bien évidemment, de nouer les conversations qui vous intéressent entre sociétés. Cet après-midi, encore un programme très très dense avec 2 grandes thématiques et une table ronde. Donc en termes de thématiques, fertilisation et biodiversité des sols, solutions pour la qualité des productions, puis ensuite une table ronde prospective qui nous permettra de nous projeter sur les évolutions à moyen terme dans nos métiers. Je tiens aussi à rappeler que, compte tenu du format, les solutions que nous présentons sont quelques exemples parmi l'ensemble des solutions développées par nos adhérents. Et bien évidemment, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations sur une thématique ou sur d'autres solutions qui pourraient vous apporter dans la recherche des éléments qui peuvent vous intéresser. Voilà, bon après-midi et puis restez en ligne. On commence tout de suite avec un programme très dense, justement sur l'impact des intrants sur la biodiversité et la qualité des sols. Effectivement, tout intrant qui rentre dans le sol a un impact soit sur la biodiversité, soit sur les macro- et les micro-organismes. Pour nous en parler, Mathieu Vallée, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Mathieu? Oui, je suis avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable scientifique du pôle agriculture Auréa Agrosciences. Alors, vous mesurez l'impact des intrants justement sur la vie biologique et la biodiversité des sols. On en est où aujourd'hui? Eh bien, là, c'est ce dont je vais vous parler. Hein. Donc, ce que je vous propose, comme j'ai fait quelques petites animations, à chaque fois que je dis clic, en gros, c'est pour changer de diapositive. Donc, clic. Donc, avant de parler globalement, effectivement, de l'impact, on va peut-être définir déjà ce qu'est la qualité des sols, un clic. Donc, du coup, la qualité, elle se définit toujours selon un objectif précis, c'est-à-dire que dans l'absolu, c'est difficile de définir une qualité et généralement, pour les sols, on s'intéresse au lien que va avoir la qualité en fonction des services écosystémiques visés. Donc, il n'y a pas une seule, mais des qualités au pluriel, clic. Et donc ça, je vous mets un visuel là de la FAO hein, sur l'ensemble des fonctions du sol. Je ne vais pas prendre le temps de les détailler, mais vous voyez qu'il y a tout ce qui est production, support de la production, et clic, on a également une partie maintien des habitats et de la biodiversité. Et donc, c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, clic. Donc maintenant, la biodiversité des sols, qu'est-ce que c'est? Clic. Donc on a dans le sol, ça c'est bien connu, c'est des visuels que vous avez sans doute déjà vus à nombreuses reprises, une diversité assez forte d'organismes qui vont des organismes extrêmement petits à l'échelle du micron, hein, bactéries, champignons, jusqu'à des organismes un petit peu plus grands. Après on rentre dans la faune, microfaune pour les nématodes, mésofaune, ça va être tout ce qui est acarien, collemboles, et puis après macrofaune, les vers de terre pour ne citer que, mais bien sûr il y a aussi tous les insectes. Et chacun va avoir plein de rôles. Beaucoup sont en lien avec les cycles du carbone et de l'azote, mais il y en a certains qui vont servir de régulateurs, d'ingénieurs du sol également pour gérer en gros tout ce qui est structure du sol, clic. Et du coup, cette vie du sol représente, quand on s'intéresse à la proportion de matière organique, hein, dans un sol, vous allez avoir plusieurs dizaines à une petite centaine de tonnes de matière organique dans les sols et la fraction vivonne va représenter quand même plusieurs tonnes à l'hectare. Donc du coup, c'est une fraction qui, en termes de quantité, est relativement significative. Clic.
Et donc, ces fonctions, pourquoi s'intéresser à la biodiversité? Tout simplement parce que justement, les organismes du sol pilotent de nombreux processus biologiques qui vont participer à l'ensemble quasiment des fonctions écologiques des sols. Ici, je vous en ai remis 4 principales. Recyclage des nutriments, donc tout ce qui va être transformation des éléments organiques en éléments minéraux pour fournir les éléments nutritifs aux végétaux. Dans le même lien, il y a tout ce qui est transformation, décomposition, stockage du carbone et de la matière organique dans les sols. Également la structure, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui vont venir améliorer la rétention en eau, la perméabilité, l'érosion, les habitats, et puis également régulation des agresseurs par les interactions qu'il va y avoir entre ces organismes. Clic. Donc du coup, voilà, ça c'est pour planter le décor, qualité, biodiversité, et on sait donc voilà que les intrants, alors je me suis principalement focalisé sur les intrants organiques quand même, je suppose, ils vont jouer aussi sur les composantes de fertilité physique et chimique des sols, en gros, clic, puisque certes la biologie est importante, mais ces aspects-là sont également importants. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer surtout sur 2 essais. Un que sans doute vous connaissez pas mal déjà, l'essai Cali Agro, qui est piloté donc par INRAE et puis en collaboration aussi avec les partenaires que vous avez ici, dont Veolia. Donc depuis 98, un site dans le bassin parisien où il y a tous les 2 ans des apports de produits organiques à des doses assez importantes quand même. Et puis ici, je vous ai listé les produits organiques, compost de boue, biodéchets, ordures ménagères résiduelles, fumée de bovin et un témoin minéral. Clic. Et là, il y a eu, c'était les 20 ans de l'essai il n'y a pas très longtemps, et donc il y a eu pas mal de synthèses de résultats, et on voit, et ça on le sait, mais du coup il y a des illustrations que oui, l'apport régulier d'intrants va améliorer le stock de carbone dans les sols, jusqu'à des proportions relativement importantes. Clic. Ça va aussi jouer sur la condition acido-basique. Les amendements organiques globalement ont plutôt des effets alcalinisants. On voit le pH a plutôt tendance à augmenter. Clic. Et puis on a aussi amélioration de la rétention en eau, de la vitesse d'infiltration, de la stabilité structurale. Donc un certain nombre de propriétés chimiques et physiques qui sont améliorées. Clic. Et un autre essai aussi qui, cette fois-ci, est en Angleterre, sur un réseau d'essais, là, sur des durées un peu plus différentes, avec des textures, là, du coup, assez variables, de sableux et argileux, des sols très acides à des sols basiques, avec des sols en prairie, des sols en rotation céréalière. Et là, on comparait, là aussi, différents apports de produits organiques, lisier, fumier, compost de déchets verts, et puis aussi du digestat d'industrie agroalimentaire. Clic. Et donc là, ce qu'on voit, alors désolé, la figure est en anglais, mais on peut comprendre que on voit ici les proportions d'augmentation de matière organique par rapport au témoin minéral. Donc pour le compost de déchets verts tout à gauche qui est très important, et également pour le fumier de bovin aussi à peu près au milieu, avec là, vous voyez, des fréquences et des durées d'apport différentes. Clic. Donc là aussi, augmentation de la teneur en MO. Là aussi, ils ont constaté des augmentations de la teneur en pH, sauf éventuellement pour le digestat sur prairie. Clic. Et puis là aussi, amélioration de la densité apparente, c'est-à-dire des sols un peu moins tassés. Clic. Donc voilà, on sait que le sol, les intrants vont jouer sur les composantes physiques et chimiques du sol, mais ce qu'on va regarder là sur le temps restant, ça va jouer aussi sur les composantes de la biologie des sols, et généralement quand on regarde ça, c'est abondance, activité et diversité. Je vais surtout m'attarder à la diversité, mais on va parler un peu des 2 autres également, et j'ai choisi pour illustrer les bactéries, les champignons, les nématodes et les vers de terre. Clic. Donc un petit rappel d'abord, les organismes dans le sol, et pas que dans le sol, mais ça c'est des notions d'écologie, sont régis généralement par 2 facteurs principaux, c'est-à-dire la qualité de leur habitat, le gîte en gros, et l'accessibilité aux ressources, le couvert. Donc si les 2 vont bien, tout va bien. Clic. Et donc, la qualité de l'habitat, ça va être la diversité du paysage ou la diversité des structures de sol, la physico-chimie comme le pH. Vous avez ici une illustration avec des différences de tassement de sol, clic. Et puis, l'accessibilité aux ressources, ça va être tout simplement la quantité et la qualité des matières organiques qui sont restituées au sol, clic. Et donc, du coup, les fertilisants organiques vont forcément agir sur ces 2 aspects et vont, de par le fait, impacter la partie biologique des sols, clic. Donc, quand on regarde globalement sur les micro-organismes, toutes les études que j'ai pu compiler, en gros, quand on travaille à des doses agronomiques, on a toujours une augmentation de biomasse microbienne, c'est-à-dire de quantité d'organismes, micro-organismes vivants dans le sol. Clic.
C'est ce qu'on voit sur Caliagro, là c'est des méthodologies d'extraction d'ADN des bactéries et des champignons, où vous avez le traitement minéral à droite et puis les différents traitements organiques à gauche, avec des impacts différents en fonction qu'on soit en fumier ou en compost d'ordures ménagères. Les réponses sont différentes, mais en tout cas, l'effet est quasiment toujours positif. Clic. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi sur l'essai d'essai agri, alors cette fois-ci avec de la biomasse microbienne, fumigation, extraction, une autre méthode d'analyse, où là également, en pourcentage d'augmentation, là aussi, on voit qu'il y a des impacts plus ou moins forts en fonction de l'historique et du type de produit. Clic. Donc voilà, c'est proportionnel à la quantité apportée, la fréquence d'apport également, et puis on voit la qualité du pro va jouer également. Clic. Alors par contre, là, quand on s'intéresse, là, on a vu qu'il y en a plus. OK, il y en a plus, mais est-ce qu'ils sont plus diversifiés? Là, c'est un petit peu moins clair. Clic. Quand on regarde ce qui se passe sur Caliagro, clic. Du coup, là, c'est moins clair. En gros, on ne voit pas de différence sur la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces de bactéries et de champignons, ni sur la diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre d'individus par espèce, en gros. Par contre, les structures des communautés, c'est-à-dire les différents types de bactéries, les différents types de populations, sont un petit peu modifiées. Là, on voit effectivement la parcelle témoin minéral qui se distingue des autres, et puis pour les bactéries, et puis pour les champignons, là, c'est plutôt le compost d'ordures ménagères qui est un petit peu significativement différent des autres. Clic. Et ça, c'est des différences qu'on n'a pas vues sur un autre essai produit organique piloté par l'INRA à Colmar, où là, en gros, on suppose qu'on n'a pas vu parce que les doses d'apport et la durée, l'antériorité, en gros, de l'essai sont plus faibles. Clic. Et par contre, vous voyez, sur un autre essai, là, cette fois-ci en Allemagne, alors 100 ans de différenciation, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de données, où on compare fertilisation minérale, c'est les deux pavés de gauche, à fertilisation fumier, ou fumier plus minéral à droite. Là, effectivement, sur la diversité des bactéries, là, on a une différence très marquée, alors que sur celle des champignons, on n'a pas de différence. Vous voyez, les réponses sont vraiment très, très hétérogènes. Clic. Donc, sur les micro-organismes, on voit qu'il y a un impact sur la diversité, mais ce n'est pas toujours très clair. Quand on s'intéresse aux nématodes, là, il y a une méta-analyse qui a été faite en 2016, clic, qui montre que, en gros, clic, sur sur le carbone, on sait que plus l'abondance de nématodes et la richesse spécifique vont augmenter quand on augmente les quantités de carbone issues des produits organiques restitués. Donc on stimule l'activité microbienne qui, en cascade, favorise les nématodes bactérivores, fongivores, omnivores, puisque les nématodes, ce n'est pas que les phytoparasites, il y a aussi des nématodes autres et bénéfiques, alors que quand on s'intéresse, clic, aux entrées d'azote, là, on voit plus l'apport d'azote est important. En gros, plus, certes, mon abondance augmente aussi. C'est les schémas de droite, pardon. Par contre, on voit que la diversité, elle, va diminuer sur le schéma de gauche. Donc, du coup, on favorise, en gros, plus on amène a priori de l'azote, on favorise des espèces plus compétitives et qui sont un peu moins sensibles aux conditions édaphiques comme le pH, mais du coup, on augmente la pression de sélection et on diminue le nombre d'espèces. Clic. Et donc ça a l'air aussi, donc la conclusion de cette étude, c'est dire qu'en fait, la qualité de l'intrant, notamment avec son C sur N, est très importante. Plus il est élevé, donc en plus il est issu de végétaux ligneux, plus en gros on favorise une complexité de chaînes trophiques. On a des matières très récalcitrantes, un peu moins, un peu plus, donc on permet de favoriser l'ensemble des niveaux de la chaîne trophique, sachant que par contre quand on a un C sur N trop élevé, là on réduit l'abondance globale des nématodes. Clic. Dernier exemple d'organisme un peu plus macro, cette fois-ci, les vers de terre. Là aussi, apport de produits organiques, augmentation de l'abondance de vers de terre, c'est ce qu'on voit sur le schéma de gauche avec des effets persistants. Et l'intérêt de ça, c'est que directement, plus on a de vers de terre, plus il va assurer des fonctions, comme on voit sur le schéma de droite, avec augmentation de la porosité, en comparaison du témoin avec leur compost d'ordures ménagères. Clic, même si, en termes de diversité, sur l'essai Caliagro, on a retrouvé que 3 espèces de vers de terre, 1 épianocique et 2 endogés. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit que même que ça a beaucoup joué
Sur l'abondance, là, du coup, sur la diversité, on n'a pas forcément augmenté beaucoup les choses. Clic, et si je reprends mon essai d'essai agri, là, deux situations à gauche en prairie et à droite en grande culture. Là, on voit aussi qu'en termes d'abondance, il y a des différences significatives à partir du témoin et des apports organiques. Et par contre, l'effet est plus marqué en prairie qu'en grande culture, où là, il y a des différences, mais déjà avec des populations beaucoup plus faibles. Clic, sachant que, attention là-dessus aussi, dans l'essai, les prélèvements étaient faits à l'automne et 90% des vers de terre, c'était des juvéniles, donc on ne pouvait pas identifier l'espèce ou la catégorie. Donc, les conséquences fonctionnelles, contrairement à ce qu'on a vu dans Caliagro, étaient plus difficiles à déduire. Clic. Donc, on sait que voilà, l'augmentation de la teneur en pro de matière organique suite à l'apport de pro va maintenir une population de vers de terre sans forcément qu'il y ait de présence significative de laitière en surface. Donc, c'est un levier complémentaire au travail du sol, réduction de travail du sol et à la couverture du sol pour gérer cette population-là. Clic. Et puis, du coup, l'effet, il semble très court terme sur les populations de juvéniles. Clic. Et ce qu'on a pu voir aussi également, c'est que, clic, voilà, la nature du produit organique également va impacter aussi. Là aussi, on sait qu'il y a des espèces qui sont plutôt consommatrices de matières fraîches, alors que certaines espèces comme les endogés vont plutôt être favorisées par les matières organiques stabilisées. De même, la durabilité de l'effet dans le temps va être dépendant aussi du type d'intrant qu'on utilise. Clic. Donc voilà, globalement plutôt des effets positifs, mais avant de conclure, on sait aussi que les intrants organiques vont amener un certain nombre d'éléments indésirables dans le sol, on en a parlé un petit peu ce matin, et notamment, il n'y a pas encore énormément d'études sur tout ce qui est composé organique. Par contre, sur les éléments traces métalliques, on a un petit peu plus d'éléments, clic, et clic encore une deuxième fois également. On sait que les métaux ont des effets inhibiteurs, notamment sur les micro-organismes du sol. Les bactéries seraient un peu mieux armées que les champignons pour résister à ces éléments traces métalliques. Clic, et on sait que voilà. Par contre, l'effet d'apport supplémentaire d'éléments traces métalliques à l'aide des produits organiques semble un peu limité, d'une part parce que la matière organique est un complexant naturel des éléments traces métalliques, notamment du cuivre, donc il va fortement limiter sa mobilité. Et comme généralement on a plutôt des augmentations de pH liées à l'apport de pro, là aussi ça limite la mobilité des éléments traces métalliques dans le sol. Et vous voyez, il y a eu une étude qui a été faite là en 2006 sur des microcosmes où on apportait des bouts d'OP, on avait regardé les communautés de colamboles. Il n'y avait pas d'effet en gros sur les communautés à dose agronomique. Par contre, effectivement, quand on amenait le triple de la dose, là on voyait une dépression sur les communautés de colamboles. Clic. Et puis pour terminer sur ces effets contaminants, je voulais citer les travaux d'un projet ADEME Vadebio, INRAE, Université de Lorraine, sur l'essai produits organiques de la bousule, donc 7 années d'apport de produits organiques diversifiés, des boues déshydratés, dopés ou non, compostes de déchets ménagers, cendres, témoins minéraux ou autres. Eh bien, en gros, 8 années après l'arrêt de l'essai, il y a eu toute une batterie d'indicateurs biologiques qui ont été mesurés. On n'a pas vu de différences significatives sur les communautés bactéries, champignons, colamboles, alors qu'il y avait encore dans le sol des traces des apports antérieurs, notamment avec des teneurs en ETM qui étaient plus élevées, mais toujours conformes au seuil, et puis également des teneurs en phosphore olséenne qui étaient plus fortes également dans le sol. Clic. Donc, pour conclure sur le temps qui m'est imparti, donc globalement, on l'a vu, les intrants organiques vont favoriser l'abondance et l'activité des organismes du sol, parce que ça apporte de la nourriture et ça favorise l'habitat, notamment le pH et aussi structure et également rétention en eau. Clic. Par contre, l'impact sur la biodiversité, c'est un petit peu plus complexe. Ça va dépendre de l'historique d'apport, de la fréquence, de la durée d'antériorité et puis aussi de la qualité. On l'a vu, plus on a un produit riche en azote, on va favoriser en gros les espèces qui, elles, vont plutôt être très compétitives et donc avoir une pression de sélection plus grande, alors qu'à l'inverse, des produits plus riches en carbone, eux, vont favoriser sans doute une plus grande diversité. Clic. Sachant que là, ce que je vous ai présenté cet après-midi très rapidement, c'est une vision en silo, organisme par organisme, mais bien sûr, ces organismes interagissent entre eux, et là, la recherche travaille notamment sur tous les réseaux d'interaction et les réseaux trophiques au niveau du sol, et ça, c'est ce qui nous permettra sans doute encore de mieux comprendre les impacts des différents types de matières pour mieux les gérer en combinaison, bien sûr, des autres pratiques culturales qu'on a déjà évoquées ce matin pour améliorer la qualité des sols au sens large.
Je vous remercie de votre attention. Mathieu, c'était très, très intéressant. On a beaucoup de questions. Une va me parvenir dans quelques instants à l'oreillette parce que j'ai ma petite voix qui me parle. Voilà, j'entends pas des voix, mais presque. Allez-y. Sacrée question. Oui, on sait depuis très longtemps qu'on connaît la photosynthèse, on connaît l'impact des micro-organismes sur le sol et de l'intérêt de la vie sous nos pieds. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le faire connaître encore plus des agriculteurs, Mathieu ? Les actions de pédagogie, c'est toujours effectivement très compliqué dans un sens où on sait qu'il y a plein d'effets bénéfiques sur ces organismes, sauf que on sait aussi que les pratiques qui favorisent le plus la diversité et la vie du sol sont pas toujours dans le sens de plus de marge à l'hectare, puisque on l'a vu, en gros, c'est pas parce qu'on amène des organiques même qui favorisent les flux d'azote que c'est forcément là où on a le plus de diversité. Donc du coup, parfois, il y a des messages contradictoires, en gros, qui arrivent auprès des agriculteurs en fonction de qu'est-ce qui doit être priorisé et comment. Et donc, c'est vrai que là, c'est pas toujours très simple d'avoir un discours clair sur qu'est-ce qu'il faut privilégier. Est-ce que c'est la marge brute à l'hectare? Est-ce que c'est la diversité? Alors, on le voit, il y a des démarches, comme on a vu ce matin, sur les rémunérations stockage carbone qui permettent d'inciter, en gros, les bonnes pratiques. Mais effectivement, cette diffusion d'informations, elle est encore un peu confuse et c'est normal, hein. La fertilisation minérale, les travaux et les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est presque une centaine d'années de travaux. La microbiologie récente, ça date des années 70, donc on a beaucoup moins d'étériorité. Et puis le moléculaire, ça a à peine une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et c'est toujours difficile de communiquer quand on n'a pas vraiment de certitude. Mais là, donc on sait que quand même, là, il y a eu des avancées très significatives qui ont été faites et on pense que la diffusion par des supports relayés dans des instances comme la FAIA, comme le Comifère ou autres. Hein. Il se trouve que j'anime un groupe sur la fertilité organique et biologique des sols au sein du Comifère. Et donc, on pense que c'est progressivement par ces instances-là et puis sans doute aussi le relais auprès des écoles et pour qu'après, ça puisse toucher effectivement l'ensemble de la population agricole, mais aussi du grand public qui... si on dit que les agriculteurs ne sont pas toujours très bien informés, les néophytes, on va dire, le sont parfois encore un peu moins. Alors, autre question qui est une question déjà développée, hein. Faut-il considérer la diversité microbienne ou la concentration microbienne, Mathieu, dans l'évaluation de l'apport des fertilisants sur l'état biologique du sol, sachant que si l'on apporte des amendements basiques au sol, donc avec une modification du pH évidemment, on diminue la diversité sur les populations adaptées ou avec une augmentation de la biomasse microbienne. Ça agit sur quoi en fait au final? Ça va agir sur les deux. Après, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est extrêmement compliqué. Et effectivement, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier plutôt un gros moteur, en gros, avec qui a une population importante, mais très, très peu diversifiée, donc il va être très spécialisé et donc il va avoir des très bons rendements. Mais du coup, si on va dans ces systèmes-là et les systèmes labourés classiques, c'est un peu ça. Hein. En gros, on sait par exemple les bactéries réagissent assez favorablement au travail du sol parce que on a des espèces très spécialisées, donc qui ont des hauts niveaux de rendement. Mais à l'inverse, dès qu'on a une perturbation ou une modification des systèmes, on a moins de résilience, c'est-à-dire notre capacité à résister aux perturbations. Et c'est là tout ce qui est mis en avant à travers la diversité des organismes du sol, où on parle d'assurance écologique, c'est-à-dire que favoriser la diversité, c'est pas forcément favoriser directement la production, mais c'est favoriser une espèce d'assurance en cas d'aléa et une meilleure capacité à s'adapter. Donc après, lequel il faut favoriser, et là, ça dépend aussi des situations pédoclimatiques, des contextes agriculturaux, des capacités qu'on a à mobiliser telle ou telle pratique culturelle. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on a une certitude sur qu'est-ce qui est le mieux. Et voilà, comme on dit, favoriser parfois la marge à l'hectare, le rendement, c'est des pratiques qui ne sont pas forcément celles qui nous permettent de favoriser la biodiversité. Donc, est-ce que par le biais d'aides, des fléchages, du Green Deal et tout, pour favoriser certaines pratiques qui permettent de compenser les éventuelles pertes de rendement qu'il y aurait liées à la mise en place de ces pratiques, on pourrait arriver à quelque chose qui soit plus durable.
Parce qu'après, voilà, c'est ce qu'on veut s'inscrire. Est-ce qu'on veut s'inscrire dans la durabilité? J'ai entendu ça ce matin. Et forcément, là, si on veut s'inscrire dans ces actions-là, il y a plutôt à regarder sur les deux pans de la pièce. Sachant que je pense qu'on doit être capable de faire les deux. Mais Je pense que ce qui est bien, Mathieu, c'est de s'inscrire dans la durabilité, hein. Hum. C'est ça l'objectif un peu de l'économie circulaire. Vous êtes intarissable, Mathieu, on vous remercie. On a beaucoup de questions, on vous les fera suivre. Merci bien. encore d'avoir participé. Je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo très instructive. C'est un outil développé par un adhérent de chez Afaya. CED, c'est un acteur majeur, vous allez voir, dans la production et la commercialisation de fertilisants organiques recyclés. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Soil Advisor, une application de CED Environnement. CED Environnement constitue le pôle agronomique du groupe Veolia. Son activité majeure est le traitement et la valorisation de sous-produits organiques et minéraux, principalement en agriculture. Okay. Soil Advisor s'insère dans notre activité de commerce de produits organiques tels que les composts. Je m'appelle Nicolas Camus, je suis ingénieur agronome au sein du service Innovation et Développement de CED et suis en charge du déploiement de cette nouvelle application au sein de nos équipes commerciales. Commençons par une présentation globale de l'outil. Soil Advisor est un outil d'aide à la décision pour la gestion des épandages de produits organiques et l'évaluation de leurs effets sur la fertilité des sols. L'outil a été développé par Veolia Recherche et Innovation en collaboration avec la société Local Solver pour CED Environnement. À destination de nos équipes commerciales, cet outil permet de mieux conseiller nos clients agriculteurs dans l'utilisation de produits organiques tels que du compost par exemple. Il permet, à l'échelle de la parcelle, d'évaluer et de chiffrer les effets d'apport d'amendements organiques et de prédire l'évolution de la fertilité du sol en fonction des pratiques de l'agriculteur et des conditions pédoclimatiques locales. Le technico-commercial peut ainsi comparer les effets de différents scénarios d'apports organiques afin de mieux conseiller l'exploitant. Utilisable sur un ordinateur, Soil Advisor existe également en version tablette pour une utilisation sur le terrain, chez l'agriculteur ou bien au pied du tracteur. Découvrons maintenant plus en détail son principe de fonctionnement. Le cœur de l'outil est le modèle Century. Il s'agit d'un modèle agronomique développé par l'Université du Colorado aux États-Unis, puis adapté et calibré au sol français par Veolia en collaboration avec INRAE. Il permet de simuler à moyen et long terme les dynamiques de carbone et principaux éléments fertilisants dans le sol en fonction des conditions pédoclimatiques et des pratiques culturales. On commence par créer un scénario en entrant différentes données dans l'interface de saisie. La localisation et la taille de la parcelle, les données d'analyse de sol et l'itinéraire cultural. En complément de ces informations, le modèle fait appel à des bases de données contenant des informations relatives au climat, aux besoins en nutriments des cultures, aux compositions des produits organiques et aux périodes d'interdiction d'épandage fixées par la réglementation. C'est avec toutes ces données d'entrée que l'outil simule l'évolution du stock de carbone, du taux de matière organique et de la richesse du sol en éléments fertilisants, et cela sur toute la durée de la rotation. Les résultats se présentent sous forme de tableaux et de graphiques permettant de comparer plusieurs scénarios sur une même page et donc d'identifier la stratégie la plus adaptée aux besoins de l'agriculteur. En plus de simuler les effets de scénarios d'apport prédéfinis, Soil Advisor comprend un module permettant de les optimiser. En fonction d'objectifs fixés avec l'agriculteur, comme par exemple le rendement visé, ce module peut optimiser la stratégie d'apport organique. Ceci grâce à un algorithme d'optimisation développé par la société Local Solver, fonctionnant en interaction avec le modèle Century. Je vais maintenant présenter un exemple de résultat de Soil Advisor. Considérons pour cet exemple une rotation culturale colza-blé-orge pendant 10 ans sur sol argilo-limoneux. Nous comparons ici deux scénarios d'amendement organique. Pour les graphiques suivants, la courbe orange concerne un scénario de fertilisation 100% minérale sans apport organique, tandis que la courbe bleue concerne un scénario de fertilisation minérale avec apport de compost. Ces résultats nous montrent bien l'effet positif d'apport de compost sur l'évolution du stock de carbone du sol, sur le graphique de gauche, et sur l'évolution de la teneur en azote totale du sol, sur le graphique de droite. Concernant l'évolution de la teneur en phosphore du sol, ce même effet positif est observé en faveur du scénario comprenant des apports de compost. En revanche, concernant le potassium, aucune différence n'est observée entre les deux scénarios, et ceci est expliqué par la faible teneur en potassium du compost utilisé pour l'exemple. Avec ces résultats, l'agriculteur dispose en un seul outil de tous les éléments pour mesurer et visualiser l'effet d'apport d'amendement organique, non seulement sur le taux de matière organique, mais aussi sur la richesse de son sol en phosphore et potassium.
Nous avons vu que Soil Advisor est un outil capable de simuler l'évolution de différents paramètres agronomiques dans le sol, le carbone et les éléments fertilisants. Il s'intègre donc parfaitement dans l'objectif de l'initiative 4 pour 1000, qui est de montrer que les sols agricoles peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et le changement climatique. Cet objectif est bien évidemment partagé par le groupe Veolia et CED, qui est d'ailleurs adhérent à cette initiative internationale. Merci pour votre attention. Très bon colloque à toutes et à tous. Élodie Rebol, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes business développeur chez Oro Agri. Et puis Fabien Achard, vous êtes en ligne, à distance. Vous êtes chef de produit sur les biostimulants chez Agroxine. Alors à tous les deux, la question est, quel est l'impact des intrants sur les paramètres de la biodiversité et justement les qualités des sols? Alors, le thème, c'était les solutions vis-à-vis des conditions climatiques. Eh bien oui, solutions vis-à-vis des solutions climatiques, c'est bien. Ouais, allez-y. Ok, donc... C'était le petit piège. Oui, il n'y a pas de problème. Comme ça, on suit. Ok, donc on a choisi de parler des solutions vis-à-vis des aléas climatiques. Donc, ces aléas climatiques donnent souvent lieu à des stress abiotiques au niveau des plantes. Donc, il y a différents types d'aléas climatiques, de stress abiotiques. Si je peux avoir mes slides, ce serait cool. J'ai pas mes slides qui s'affichent. Ça va arriver. Merci, c'est plus simple pour présenter. Voilà. En fait, il y a eu deux petits pièges, Élodie. Tout va bien, là, maintenant, voilà. Ça va aller. C'était un peu un bizutage, mais c'est parfait. Vous êtes rattrapés. Voilà, donc au niveau des stress abiotiques qui ont des impacts négatifs sur les cultures, donc il y en a de nombreux. Sans les lister tous, aujourd'hui, on va se focaliser avec Fabien majoritairement sur la partie manque d'eau et excès d'eau. Donc souvent, ces stress abiotiques amènent des pertes de rendement en agissant sur les différentes composantes, donc selon le stade auquel ils vont interférer. Et on peut avoir des problèmes de levée, des problèmes d'avortement de fleurs, des problèmes au niveau du développement des fruits, voire même un impact sanitaire lorsqu'on a un manque d'eau ou un excès d'eau. On peut aussi avoir un avortement de fleurs ou de fruits qui sera lié à des variations de température, à un gel. Et on peut aussi avoir des problèmes de développement de grains ou de fruits qui pourraient être liés à des carences nutritionnelles. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu notre intro. On a décidé de traiter le sujet en deux parties. Donc moi, je vais plutôt vous parler d'une solution qui va agir sur la ressource en eau avec une application sur le sol. Et Fabien arrivera ensuite plutôt sur une partie liée à la plante. Donc, en termes de ressources en eau dans le sol, la problématique peut être un manque ou un excès d'eau. Dans le cas d'un excès, si on a des sols à problématique, on peut avoir un problème de circulation, d'infiltration de l'eau qui va provoquer des ruissellements, qui va provoquer des flaques, etc. et qui va bloquer un peu le système du sol. Donc, dans ces deux cas, que ce soit un excès ou un manque, on peut avoir un problème de fonctionnement du sol au niveau micro-organisme qui va aussi induire des problèmes de développement racinaire. Et si le sol a une problématique, par exemple, de compaction ou une hydrophobie, on va aussi avoir des problèmes pour valoriser l'irrigation ou les eaux de pluie. Ce qui va entraîner des rendements et un rendement qui va être impacté au niveau de la quantité et de la qualité, et donc finalement un manque à gagner pour l'agriculteur. Donc la solution aujourd'hui qu'on présente chez Oro Agri, donc c'est un conditionneur de sol qu'on dit hydroactif qui s'appelle Transformer, et c'est une solution en fait qui va donner la possibilité au sol d'infiltrer mieux l'eau, d'avoir une meilleure distribution de l'eau dans le sol, que ce soit de l'eau d'irrigation ou de l'eau de pluie, et d'optimiser sa capacité hydrique du sol. Donc évidemment, ce produit ne va pas remplacer un apport d'eau. Par contre, il va optimiser l'eau qui va arriver. Notamment, on peut imaginer dans les périodes de sécheresse que la moindre pluie ne doit pas être perdue. Et donc, on va optimiser l'infiltration de l'eau pour favoriser et l'activité microbienne, mais aussi la partie germination en favorisant la levée de la plante. On va aussi agir aux différentes phases clés en permettant un meilleur développement racinaire. Et à la fin, ça va se ressentir à la récolte puisqu'on aura un meilleur rendement en quantité et en qualité, voire en calibre, avec l'exemple des pommes de terre. Et en action complémentaire, on va mieux valoriser donc l'eau qui est apportée
et amener un peu de flexibilité entre 2 tours d'eau sur des cultures irriguées. C'est une sorte de floculation de l'argile en mélangeant avec une sorte de piège à eau. Comment ça fonctionne en 2 mots? Non, en fait, c'est un produit qu'on applique soit par l'irrigation, soit en traitement du sol. Et il va avoir un impact, en fait, c'est un effet de baisser la tension de surface de l'eau qui va entrer en contact avec le produit et qui va lui permettre de mieux s'infiltrer et de mieux circuler dans les microparticules du sol. Ça tombait bien, c'était une question qui a été posée, donc je l'ai posée avant. Parfait. Donc c'est parfait. On est on time là cette fois-ci. Donc je vais laisser la parole maintenant à Fabien sur sa solution sur la partie plante plus que le sol. Alors Fabien Achard, vous êtes chef de produit, je le rappelle, biostimulant chez Agroxine. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que vous m'entendez bien et bonjour à tous. Merci Elodie pour cette première partie. Si vous pouvez revenir à la présentation, s'il vous plaît. Donc il faut les slides, je crois. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc comme Elodie l'a présenté dans un premier temps, donc on était revenu pour introduire l'impact des stress abiotiques sur les cultures. Donc on parlait dans un premier temps des impacts des excès, manque d'eau au niveau du sol. Et donc, dans un second temps, je voulais revenir sur la partie plus effet sur la plante, et notamment le cas du stress hydrique, donc un manque d'eau sur les cultures. On sait que lorsqu'il y a un effet de sécheresse, de stress hydrique sur les cultures, ça a un impact négatif. Et par rapport à cela, du coup, au niveau de la plante elle-même, on peut avoir une fermeture des stomates en réaction par rapport à ce stress-là, qui va entraîner aussi une diminution du contenu relatif en eau dans les cellules. Et donc, par rapport à ça, un effet négatif sur l'état physiologique de la plante. Notamment, on va voir notamment le fait que la photosynthèse va être impactée négativement. Donc, par rapport à ça, on peut avoir un arrêt de croissance ou une croissance qui va diminuer au niveau du stade végétatif. Et si on pense à la partie plus reproductive, on peut avoir un avortement de fleurs, un avortement de grains ou de fruits, qui aura donc un effet négatif sur le rendement final. Donc, par rapport à ça, en réponse à ces stress, notamment le stress hydrique, l'objectif de la plante, notamment, ça va être essayer de maintenir la turgescence de ces cellules afin de limiter au maximum la perte en eau. Et par rapport à ça, du coup, favoriser et maintenir son activité photosyntétique. Par rapport à ces actions-là, l'intérêt d'appliquer une solution biostimulante va avoir pour but notamment de maximiser et de favoriser une action d'osmolytes, d'osmoprotecteurs, tels que c'est les cas pour la proline, pour la glycymitaïne, et dans le but de limiter la perte en eau dans les vacuoles via cette action de produits biostimulants. Donc ici, on a pris 2 schémas qui sont assez simples et c'était juste pour illustrer. Donc sur la gauche, on a par exemple une cellule témoin et sur la droite, une cellule végétale traitée avec un biostimulant, avec la vacuole qui apparaît au milieu de la cellule. Et on peut voir qu'avec l'application d'un biostimulant, on va essayer de limiter la perte en eau au sein de cette vacuole. Vous pouvez continuer. Donc, par rapport à ça, à l'impact de ces différents stress abiotiques, notamment le cas des stress hydriques, l'objectif, ça va être de proposer des solutions, notamment des solutions biostimulantes, pour essayer de limiter l'impact de ces stress abiotiques qui peuvent avoir un impact à différents moments du développement de la culture. Ça peut être au moment de la germination. C'est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, notamment en France et sur la culture de colza. Ça va être d'essayer d'assurer la levée de la plante, parce que souvent on peut avoir un manque d'eau ou un excès d'eau au moment du semis, qui va donc impacter négativement le développement des cultures. Un intérêt aussi d'appliquer quelque chose au moment du stade végétatif, parce que l'impact des stress abiotiques à ce moment-là est important. Parce que, par exemple, on va avoir un impact négatif d'excès d'eau, de variation de température ou d'averses de grêle qui vont limiter le développement de la biomasse de la plante et donc limiter sa vigueur. Enfin, sur la partie reproductive, comme je le disais, il y a 2 étapes qui sont clés, telles que la nouaison et la floraison, qui peuvent être impactées négativement par des stress hydriques, par des excès d'eau ou des variations de température, et donc impacter négativement le rendement. Dans ce cas-là, j'ai décidé de revenir sur la partie floraison et donc l'intérêt de limiter l'impact négatif des stress abiotiques et limiter l'avortement des fleurs. Et je voulais rentrer plus dans le détail par rapport à une solution biostimulante que l'on propose chez Agroxine, qui est le Smart Foil.
qui est une solution biostimulante donc liquide que l'on propose avec une application au moment de la floraison de 2 litres par hectare. C'est un produit qui est à base de métabolite de fermentation de levure. Et pour revenir sur l'intérêt d'appliquer une solution biostimulante à ce moment-là, c'est que si on réfléchit à la culture du colza, par exemple, on sait que toutes les cultures telles que le colza commencent avec un certain potentiel génétique à la base. Et pour arriver jusqu'au rendement final, l'impact de différents stress abiotiques vont impacter négativement sur ce rendement-là. Et du coup, on va avoir différentes pertes. On sait que sur différentes cultures, l'impact de stress abiotique aujourd'hui impacte environ 50% du rendement final. Et c'est le cas notamment à la floraison, d'où l'intérêt d'apporter une solution biostimulante, par exemple dans le cas du produit Smartfoil, afin de limiter l'avortement des fleurs, parce que l'impact de stress abiotique va apporter des stress et de ce fait apporter l'avortement des fleurs ou des cycles. Donc par rapport à ça, l'objectif va être de pouvoir limiter la perte de grains et limiter la perte de poids des grains pour essayer de maintenir le rendement final. Donc, pour conclure par rapport à cette présentation qu'on a faite avec Elodie, l'idée, c'est de mettre en avant l'impact des aléas climatiques qui est de plus en plus important sur notre culture, que ce soit des grandes cultures ou des cultures de spécialité. Avec ce chiffre qui est important, c'est qu'en fonction des cultures, on est autour de 50% des pertes de rendement qui sont liées au stress abiotique durant l'ensemble du cycle culturel, ce qui est vraiment important. Et par rapport à ça aussi, on a plusieurs périodes critiques pour atteindre ces niveaux de rendement. Comme on le disait tout à l'heure, par exemple, l'implantation de la culture, le développement de la culture, avec par exemple un mauvais développement racinaire. De ce fait, ça va entraîner des pertes de rendement. Une période clé comme la floraison qui peut être fortement impactée par l'impact des stress abiotiques ou encore la formation des fruits ou des graines. Donc, pour répondre à ces problématiques, très clairement, les solutions de biostimulation apparaissent comme des solutions qui sont adaptées. C'est le cas, donc, je vous ai cité la solution Smartfoil, mais c'est aussi le cas d'autres solutions qui sont proposées par les membres de la FAIA, avec des biostimulants qui sont dérivés de micro-organismes, des extraits de plantes ou encore des extraits d'algues. Et l'objectif, ça va être de mettre en place des essais d'efficacité pour démontrer, bien entendu, l'efficacité de notre produit, mais surtout d'avoir une recommandation d'usage qui soit adaptée et par rapport à ça, pouvoir homologuer nos formulations. Donc, par exemple, l'objectif, c'est de pouvoir homologuer les formulations biostimulantes sous l'AMM MFFC, matière fertilisante et support de culture, et surtout pouvoir échanger, que ce soit avec l'agriculteur ou avec nos différents distributeurs, pour être sûr et comprendre réellement à quel moment appliquer le biostimulant afin de répondre aux besoins de l'agriculteur, du client, afin de favoriser et d'avoir la meilleure réponse possible et pouvoir répondre à ces aléas climatiques. Merci Fabien, merci Elodie d'avoir répondu à ce thème un peu Merci à qui vous. partait un petit peu différemment au départ, mais en tout cas on a bien saisi l'idée, vos deux idées. On va accueillir maintenant Félix Forté de chez Area Manager Atlantica Agricola et Émilien Bohuon qui est responsable R&D chez Insect. On va parler un petit peu de comment optimiser justement l'usage des intrants non renouvelables. On va parler phosphore, on va parler mycorhize, on va parler érosion des sols, bref, on va parler de la base des sols et comment justement optimiser l'usage des intrants non renouvelables. Félix, vous commencez. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est Félix ou Émilien? C'est Émilien qui va commencer et vous à faire conclurez. l'introduction. D'accord, alors Émilien. Oui, tout à fait. Donc, Émilien Bohuon, responsable produit, développement des produits chez Insect. Donc, Insect, start-up créée en 2011, avec laquelle on a levé récemment 316 millions d'euros, qui va permettre de construire la plus grande usine de production d'insectes et de transformation d'insectes à Amiens. Et donc sur cette usine, on va pouvoir sortir par an 60 000 tonnes d'Infras, donc Infras qui est un engrais organique issu de la déjection d'insectes. Donc je laisse Félix. Donc Félix Forté, Atlantica Agricola, nous sommes une société présente dans le monde entier dans le domaine des biostimulants et plein d'autres produits pour le monde agricole, pour la complémentation de fertilisation. Et
Et donc, nous sommes présents via des produits avec AMM sur le marché français maintenant depuis 3 ans. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler un petit peu des intrants et un petit peu des solutions qu'on peut voir avec les adhérents d'Afaya. À ce niveau-là, je te laisse faire l'introduction de notre propos. Oui, donc tout à fait. Donc, Félix va commencer sur les problématiques dues au phosphore. Et donc, quelles problématiques et quelles solutions apportent les adhérents de la FAIA. Et moi, je suivrai sur les problématiques liées aux ressources limitantes, qui sont pour nous l'eau et le sol, qui vont être problématiques dans les prochaines années. Et on va exposer les solutions qu'apportent les adhérents de la FAIA et les domaines d'approfondissement qui vont suivre dans les prochaines années. Clic. Donc, la problématique autour du phosphore, en fait, elle est double. Tout d'abord, le phosphore est un élément issu de l'extraction minière. Donc, c'est une ressource qui est limitée, qui est finie, un peu comme le pétrole, et dont on verra un jour le terme. Tous les ans, ce sont 910 000 tonnes de phosphore qui sont extraites du sol pour être réparties dans le monde entier. Pour ordre d'équivalence, en France, c'est 430 000 tonnes de produits avec du phosphore, soit 180 000 tonnes équivalent phosphore qui sont épandus sur notre territoire. Et donc, on estime, hein, les études estiment que d'ici une centaine d'années, il y aura, certaines études c'est même avant, mais d'ici une centaine d'années, pour sûr, il y aura une pénurie. Et comme je vous disais, cette problématique, elle est double, parce que clic, d'une part, nous avons la ressource en phosphore, mais nous avons aussi le besoin en phosphore. C'est-à-dire qu'il faut penser à la vie, il faut penser à la plante. Le phosphore, je ne vais pas vous refaire tout un cours sur son intérêt dans le vivant. Hein, le phosphore, clé de voûte de l'ADN, le phosphore, stockage de l'énergie, le phosphore, intérêt majeur dans tout le processus de la photosynthèse via l'ATP. Mais ce qui est très important de voir, c'est que ce phosphore, hein, on en a besoin particulièrement à l'implantation, parce qu'il est très peu mobile dans le sol. Hein, vous voyez sur le document qui est là, on est sur de l'ordre de 1 mm. Et la plante, au départ, n'a que très peu de moyens d'aller chercher ce phosphore, puisqu'elle a très peu de racines, donc une capacité d'exploration du sol et de valorisation du phosphore dans le sol très faible. Clic. Du coup, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que les adhérents d'Afaya peuvent apporter au marché agricole pour pallier à ces deux problématiques, ou en tout cas pour venir maximiser et réduire ces intrants non renouvelables? 3 solutions: les biostimulants, les mycorhizes, les acides humiques et fulviques et d'autres. Clic. Au niveau des biostimulants, on peut partir sur des biostimulants à base d'acides aminés. Donc, l'idée sera là de venir booster le développement racinaire de façon à ce que la plante puisse plus rapidement aller explorer plus de sol et donc mobiliser plus de phosphore. L'idée, c'est donc ces acides aminés sont des éléments constitutifs donc des protéines. Normalement, la plante utilise de l'énergie, utilise des éléments pour les constituer. Et là, on va venir, nous, adhérents d'Afaya, avec ces biostimulants, donner directement à la plante ces rouages qui vont créer ces métabolites et qui vont permettre le développement racinaire. Clic. Deuxième solution, la mycorhize. Alors là, on va travailler vraiment avec le vivant, la vie, et on va venir apporter donc des champignons qui vont venir coloniser les racines, les racines existantes de la plante pour aller explorer encore plus de sol et faire en sorte que la plante puisse profiter encore plus de l'ensemble des éléments qui sont présents dans le sol. Clic. Et enfin, dernière solution que l'on peut apporter sur cette problématique, ce sont les acides humiques et fulviques, avec une double idée. La première idée, c'est d'aider à la décomposition des éléments dans le sol, mais aussi au niveau du conditionnement de sol, la floculation des argiles, et faire en sorte qu'il soit plus aisé pour les racines et les jeunes racines de se développer dans des terres plus dures. Clic. Et donc moi, concernant l'eau et le sol, je vais vous exposer 2 problématiques liées à ces 2 ressources. Clic. Donc pour l'eau, on va parler des problématiques liées à l'irrigation et les problématiques liées à la sécheresse. Concernant le sol, on ira plus sur les problématiques liées à l'érosion, donc la perte de sol par érosion, soit par l'eau ou soit par le vent. Clic.
Donc concernant l'érosion, vous pouvez voir sur cette carte qu'on est en Europe concerné particulièrement dans le sud de l'Europe par des problématiques d'érosion du sol, notamment en Italie, en Espagne, et avec une zone en France dans le sud-ouest qui est particulièrement concernée par cette érosion. Donc dans ces zones fortes d'érosion, on est entre 4 et 5 tonnes de sol perdu par hectare et par an. Donc c'est une problématique qui a à prendre en considération parce qu'on est en train d'appauvrir nos sols, parce qu'on perd la surface haute du sol, donc la partie la plus intéressante du sol. Et en relation avec la présentation de ce matin de Charles, on perd du carbone aussi parce qu'on perd du sol. Donc on perd environ 0,01% du carbone des sols de l'Union européenne par an. Donc c'est quand même une problématique à prendre en compte. Et d'autre part, à côté de cette perte des carbone, on perd aussi la capacité de capter du carbone dans les années futures, parce qu'on a moins de sol, donc moins de capacité de captation de carbone dans le futur. Donc ça veut dire une perte presque totale et presque une désertification de ces surfaces. Tout à fait. Donc je vais vous présenter dans les prochaines slides la désertification. Donc là, c'est la carte qui montre l'irrigation en Europe. Donc pas de surprise, on est plus dans une irrigation dans les pays du Sud, donc Espagne, Italie. Et en France, plus sur le sud-ouest, notamment par la production de maïs. 41% des surfaces irriguées en France sont dues pour la production de maïs, grains et semences. Et donc, clique sur la prochaine slide, on va pouvoir voir un peu les territoires qui sont menacés par la désertification, donc en relation avec ces deux ressources, sol et eau. Donc, sur cette première carte, on voit que sur la période, si on compare la période de 1980-2010 à la période qui va venir de 2071-2100, pour une augmentation de température un scénario de 2,4 degrés, on a des désertifications pour les pays d'Espagne et d'Italie, Grèce aussi, Bulgarie et Roumanie, qui sont des sols qui sont menacés par la désertification. Clic. Et si on prend le scénario de 4,6 degrés, là, c'est un peu plus problématique, notamment pour la France et pour le sud de la France. Donc, on a des sols qui vont être de plus en plus menacés par cette désertification. Dans ce cadre de désertification, l'Union européenne a pris des mesures pour avoir une dégradation des sols neutre d'ici 2030. Donc, l'Europe souhaite prendre des mesures, mais la Cour des comptes européenne en 2018 a adressé un rapport comme quoi ces mesures prises par l'Union européenne ne répondaient pas à l'enjeu de la désertification des sols en Union européenne. Clic. Et donc, face à ces problématiques, quelles sont les solutions des adhérents de la FAIA? Pour les supports de culture et les amendements et engrais, on va proposer donc des produits qui vont améliorer la matière organique des sols et donc améliorer la capacité des sols à retenir de l'eau. Ces produits vont aussi stimuler la vie des micro- et macro-organismes qui vont créer des galeries et donc limiter le ruissellement de l'eau sur le sol, donc limiter l'érosion. Donc l'eau va avoir plus de facilité à pénétrer dans le sol. On a aussi des produits qui vont aider à l'implantation des couverts végétaux. Ces couverts végétaux vont produire plus de biomasse, donc vont améliorer la matière organique du sol et avoir un mulch sur la surface du sol et pour éviter l'évaporation de l'eau sur le sol. Et du côté des biostimulants, on va avoir des biostimulants qui vont limiter le stress des plantes face à la sécheresse. Et comme l'a exposé Félix, des biostimulants qui vont stimuler la croissance racinaire des plantes. Donc voilà un panel de solutions apportées par les adhérents de la FAIA. Les futurs défis à relever, les aléas climatiques qui vont arriver dans les prochaines années. Globalement, c'est les trois gros points à prendre en compte sur cet aléa climatique, c'est une augmentation des jours d'échaudage par an, une augmentation du stress hydrique et une variabilité interannuelle des conditions climatiques entre les années. Et donc aussi une menace à prendre vraiment en compte, c'est l'augmentation des surfaces menacées par la désertification. Je laisse Félix conclure sur le sujet. En gros, vous l'aurez compris, l'agriculture fait déjà face aux défis de l'optimisation des ressources, que ce soit des intrants sur le phosphore, la terre, l'eau. Nous sommes clairement aujourd'hui dans cette politique où il va falloir faire attention, il va falloir optimiser tout ça. Le sens de l'histoire, c'est vraiment d'aller vers plus de connaissances agronomiques pour valoriser les techniques et les produits utilisés et les façons culturelles. Ce que l'on veut dire par là, c'est que
nos sociétés d'AFAIA travaillent tous les jours pour venir aider l'agriculteur à être toujours plus dans cette optimisation des intrants. Nous sommes là pour aider l'agriculture à être meilleure, à produire plus, à produire mieux et durablement. Félix, on a des petites questions qui viennent d'arriver sur mon téléprompteur. C'est formidable. Est-ce que les AF et les AH sont différents selon les types de sol et supposent des traitements chimiques pour les extraire du sol? Comment les produisez-vous? Alors, les acides fulviques et les acides humiques, effectivement, sont différents. En fait, les acides humiques et les acides fulviques, on va dire que c'est différent, c'est la même chose. Un acide humique, c'est un enchaînement d'acides fulviques. On pourrait comparer ça à des protéines et à des acides aminés. Une protéine est un enchaînement d'acides aminés. Donc, l'extraction, effectivement, en termes d'acides humiques et fulviques, dépend de la matière première, dépend de l'antériorité du minerai qui est utilisé. Et donc, on va avoir plus d'acide humique, plus d'acide fulvique. On peut aussi enrichir les produits à base d'acide humique et acide fulvique peuvent être enrichis avec des acides fulviques de façon plus précise qui sont la plupart du temps importés. Moi, ce qu'on utilise, nous, par exemple, comme produits, sont des produits qui sont issus de décomposition fraîche. Et si on est sur la décomposition fraîche, on va se retrouver avec une proportion d'acide fulvique beaucoup plus importante que lorsqu'on est sur des produits de sédimentation qui, eux, de par le temps, vont présenter beaucoup plus d'acide humique. Petite question, je pense, pour Émilien. Quel est le lien entre les productions d'insectes et la préservation des sols? Alors nous, pour l'instant, on propose donc un seul intrant pour l'agriculture qui est Infras. On a eu l'autorisation de mise sur le marché en juin dernier. Et sur cette Infras, on a prouvé qu'il y avait une synergie entre l'application de notre phrase et l'activité des vers de terre du sol. Donc si on prouve cette synergie, on prouve qu'on va avoir un meilleur drainage de l'eau de nos sols. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à cœur de mettre en place pour vraiment prouver qu'il y avait une efficacité d'Infras sur l'activité des macro-organismes du sol. C'est vrai que la désertification, vous avez soulevé un point très important tous les deux, qu'elle n'est plus du tout irréelle, elle est vraiment concrète. On l'a vu en Espagne, c'est presque catastrophique. Bon, ils font beaucoup de hors-sol, mais une fois que le sol devient... On a perdu le sol, pour y revenir dessus, ça coûte très cher et c'est souvent irrémédiable. On est d'accord? Et on voit qu'il y a clairement une fuite vers le nord de cette problématique. Pas plus tard que dimanche, il y avait un reportage à la télé sur l'implantation de vignobles du côté de Saint-Malo. On est clairement dans cette fuite vers le nord des températures, des productions. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que nos producteurs puissent continuer dans les voies qui sont les leurs, de façon dans un agro-écosystème qui soit vertueux. Félix, Émilien, merci de votre présence. Ça m'a fait plaisir de voir un peu de gens conséquents sur le plateau, parce que vivants, presque, parce qu'on est tous vivants, mais c'est vrai que cette Covid-19 nous empêche d'être tous là ensemble, mais on est là avec vous, et vous êtes plus de 300 à être connectés. Alors, des solutions pour la qualité des productions. On va aborder ce thème avec trois personnages. Franck Encart, qui est directeur de recherche et innovation chez Algaia, Gwenaël Chen, qui est ingénieur recherche et développement chez Axioma, et Roman Guy, qui est coordinateur technique chez Biodevas. Est-ce que vous êtes tous là? Bonjour. 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 Alors, quelles sont les solutions justement pour la qualité des productions? Qui commence? Peut-être Gwenaël? Oui, alors je pense qu'on va aussi commencer par se développer avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, moi, je suis Gwenaël Chen. Je suis ingénieure R&D chez Axioma. Et donc, c'est Axioma, rapidement, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des biostimulants homologués pour l'agriculture, composés d'actifs de plantes. Et voilà, c'est une entreprise qui travaille depuis plusieurs années dans l'innovation et la réglementation et qui entre actuellement dans une nouvelle phase qui est l'industrialisation grâce à la création de
nouvelle usine de production et qui sera aménagée d'ici 2021. Voilà pour ma part, et je laisse du coup Roman et Franck également se présenter. Bonjour, donc Roman, je travaille pour le laboratoire Biodeva. Donc nous, on est une société de biotechnologie spécialisée dans l'extraction de principes actifs dans des plantes. Et on fabrique des biostimulants, que ce soit pour les végétaux ou pour les animaux. On est spécialisé dans le maraîchage depuis de nombreuses années et avec une grosse activité aussi à l'export. Bonjour à toutes et à tous, Franck Enkar. Moi, je suis directeur de recherche et innovation d'Algaia, qui est le premier transformateur d'algues en volume de France. Nous processons essentiellement des algues fraîches et depuis 2 ans et demi, nous développons une petite gamme d'ingrédients biostimulants sur la base de nos coproduits de production d'alginate, puisqu'en fait, la majeure partie de notre production d'extrait est vendue en agroalimentaire, en alimentation humaine. Et de ces coproduits-là, on a identifié un certain nombre de biostimulants qui peuvent aller intégrer des applications agronomiques. Et ayant un passé depuis plus de 15 ans dans les biostimulants, on s'est axé sur ce marché-là. Voilà. Voilà, du coup, pour ce qui est de notre présentation, donc ça va être essentiellement axé biostimulant. Donc, on a commencé à en parler dans les précédentes présentations. Donc là, ça va vraiment être le cœur du sujet. Donc, on va commencer par une petite introduction du contexte et de qu'est-ce qu'un biostimulant, ainsi qu'avec des exemples de composés biostimulants. Et ensuite, nous allons tour à tour en fait, vous présenter des résultats qui démontrent ces effets biostimulants. Donc, on a essentiellement axé notre présentation sur des résultats sur maraîchage. Et avant de conclure, nous allons également aborder une partie qui est très importante, donc qui est la partie de fiabilité des produits et des actifs, avec notamment une question de sourcing et de stabilité des actifs. Donc, pour mettre un peu un contexte, en fait, de pourquoi utiliser des biostimulants dans l'agriculture. Donc, en fait, les cultures sont soumises à différentes problématiques. On va avoir des problématiques de stress climatique, donc on vient d'en parler dans les précédentes présentations. On a aussi des stress biotiques. Et les agriculteurs vont toujours chercher à améliorer donc, différentes caractéristiques. Ça va être la qualité des produits finis, l'homogénéité de leur production, améliorer la conservation post-récolte des produits ainsi que leur qualité organoleptique et nutritionnelle. Et donc, on peut faire le constat qu'à l'heure actuelle, les biostimulants, ça ne va pas être quelque chose qui va être systématiquement utilisé en agriculture. Mais c'est bien dommage parce que finalement, les biostimulants peuvent jouer sur quasiment tous ces effets, en tout cas recherchés par les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'un biostimulant? Donc, les biostimulants, à la différence des engrais, stimulent les processus de nutrition indépendamment des éléments nutritifs qui le composent. Donc, ils peuvent être utilisés pour améliorer une ou plusieurs caractéristiques, que ce soit la tolérance au stress abiotique, la qualité des récoltes et enfin l'amélioration de l'assimilation des éléments nutritifs présents dans le sol. Cette amélioration peut se faire en augmentant la biodisponibilité des éléments, mais aussi en potentialisant leur efficacité ou en augmentant la capacité de captation des végétaux. Suivante. Alors classiquement, les biostimulants sont divisés en plusieurs catégories, tels qu'ils ont été classifiés notamment au niveau de la nouvelle réglementation européenne. Donc on parle de microbes du sol, donc on a eu quelques exemples. Acides humiques, acides fulviques en font partie, les extraits de plantes, les acides aminés dont on a également entendu parler, et puis les extraits d'algues qu'on verra un petit peu plus en détail aussi dans cette présentation. Suivante. Alors justement, l'important dans les biostimulants, c'est effectivement de comprendre quels sont les actifs qui agissent sur les plantes et à quel niveau, de manière à standardiser et homogénéiser l'activité de ces produits qui, pour longtemps, n'ont pas été forcément très standardisés. Alors là, on a pris l'exemple des algues et de ce qu'on sait à l'heure actuelle,
des composés actifs qui sont présents dans les extraits d'algues et qui vont agir sur la plante. Donc, les algues, c'est essentiellement des sucres. Hein. Donc, on va apporter des sucres complexes en apportant des biostimulants à base d'algues, notamment des laminaranes, des fucoïdanes, qui sont des polysaccharides, donc des sucres assez longs. Il va y avoir des alginates. Donc, les laminaranes et la fucoïdane, sont connus pour des activités élicitrices, par exemple, dans la physiologie de la plante. On va apporter des alginates, hein, si on base nos biostimulants à partir d'algues brunes, qui vont avoir un rôle surfactant. On va apporter des osmorégulants. On a eu un exemple, une belle démonstration d'ailleurs de comment on peut agir un osmorégulant en état de stress hydrique. Bon, les algues sont relativement riches en osmorégulants, notamment en mannitol, puisqu'en fait, elles sont constamment en stress salin en étant dans la mer. Donc, elles produisent énormément de mannitol et ça va permettre effectivement en apport sur la plante de gérer certains de ces stress-là. Et puis, il y a effectivement des antioxydants, hein, des polyphénols, des vitamines qui vont aider aussi la plante qui, sous stress, va faire face à des stress oxydatifs importants. Alors, on peut apporter les biostimulants sur un apport foliaire, hein, c'est la grande majorité du type d'application d'ailleurs, mais on sait aussi qu'on peut apporter des biostimulants directement dans le sol. C'est vrai pour les acides humiques, bien évidemment, mais également au fulvique, mais bien évidemment aussi sur certains composés des algues, que je vous laisse voir ici. Suivante. Donc, on va commencer par vous présenter concrètement les effets des biostimulants. Ici, on a un exemple sur une culture de mâche, donc pour montrer en fait l'augmentation de la physiologie et la nutrition des cultures. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir en bleu clair la modalité témoin et en bleu foncé la modalité traitée par notre biostimulant. Donc, ici, c'est le Résiste 30 maraîchage, qui est un produit aussi avec une autorisation de mise sur le marché. Donc, on a en fait mesuré les teneurs en différents acides aminés. Et ce qui est très intéressant dans cet essai, c'est qu'on a vu une augmentation de teneur en proline et en méthionine. Alors, pourquoi ça, c'est intéressant comme résultat? Eh bien, parce que donc c'est des acides aminés qui vont intervenir dans la synthèse de protéines, mais pas que. C'est aussi des acides aminés qui interviennent dans la protection des cultures face à différents stress abiotiques. Donc, il va y avoir le stress chaud, le stress froid, certains métaux lourds, etc. Donc, elles vont intervenir soit de manière seule, en fait, soit parce qu'elles sont des composants de protéines. Elles interviennent également dans la signalisation in planta. Vous pouvez consulter donc les articles qui sont cités ci-dessous si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet. Mais voilà, ces résultats montrent donc qu'on a bien une amélioration de la physiologie et de la nutrition grâce aux biostimulants. Vous avez également une photo sur la droite. Donc, en bleu clair, sur la droite, vous avez la photo des mâches traitées. On voit un meilleur développement, notamment un développement racinaire. Suivant. Alors ce matin, on a entendu de la bouche d'Angelo Innamorati qu'il y a un besoin de limiter les apports en azote, hein, au niveau européen. Et un des effets de certains biostimulants est effectivement de mieux gérer les intrants, notamment l'apport azoté. Et l'exemple qu'on a pris dans ce cas-là, c'est en fait des essais qui ont été faits sur de la laitue, où on a un entrant à 100% d'azote classiquement, et on a réduit cet intrant de moitié avec des modalités d'apport d'extrait d'algues pour voir si effectivement on peut améliorer l'absorption ou l'utilisation du moins de cet azote. Suivant. Donc, le résultat principal de cet essai, hein, qui a eu il y a quelques années maintenant, c'est effectivement, si vous regardez dans l'histogramme les barres rouges, hein, on voit qu'au niveau de la biomasse fraîche de laitue obtenue en fin d'essai, on a effectivement une diminution de cette biomasse dans les témoins les contrôles qui sont en rouge. Et on s'aperçoit qu'à 100%, l'apport de biostimulants ne change pas significativement la biomasse. Par contre, quand on a diminué de moitié l'apport d'azote, on s'aperçoit que finalement la biomasse de la laitue n'est pas au niveau d'un apport à 100%, mais on a quand même limité la perte associée à cette diminution d'intrants, ce qui traduit une meilleure utilisation d'azote. Suivant.
Donc, on a vu qu'il y avait une augmentation de la physiologie et de la nutrition des plantes grâce aux biostimulants. On peut avoir une meilleure gestion des intrants. Ici, on voit que tous ces effets-là vont avoir une conséquence en fait sur le développement. Ici, on a un résultat sur carottes. Donc, c'est des petites carottes parce qu'elles sont encore en cours de culture. Mais même si on est en cours de culture, on voit déjà des effets entre la modalité traitée et la modalité témoin. On va avoir des carottes plus longues avec un poids plus important. Donc, on va avoir moins de petites carottes et davantage de grosses carottes et aussi un meilleur développement des feuilles, une hauteur des feuilles supérieure. Donc, forcément, voilà, c'est un cercle vertueux, plus de photosynthèse, meilleur développement des carottes. Suivant. Ici, on a un résultat sur poireaux. Donc, il s'agit aussi de culture de poireaux en cours de culture en plein champ. Ces résultats-là sont également très intéressants puisque on est en période de stress. Les poireaux ont subi d'abord un stress parce qu'ils ont été transplantés en plein sol. Ils ont subi une période de sécheresse en été. Donc, on a eu un stress hydrique, un stress de chaleur, renforcé aussi par un sol drainant puisque c'était un sol sableux. Et on peut voir que malgré ces conditions qui sont défavorables pour la culture, on va avoir une optimisation de la culture grâce à l'apport du produit biostimulant, donc le Résiste 30 maraîchage. On a des résultats significatifs qui montrent des poireaux plus hauts et un poids plus important de ces poireaux. Suivante. Sur les aspects stress abiotique et en l'occurrence stress hydrique, là on a pris un deuxième exemple pour illustrer l'effet de biostimulants à base d'algues sur notamment le basilic. Donc suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait sur cet essai-là, il y a un point important qui a été déjà évoqué, c'est le positionnement du produit soit avant le stress, soit pendant le stress, soit après le stress. Et dans cette expérimentation-là, on avait effectivement mis en place une application préventive et curative. Suivant. Suivant, s'il vous plaît. Là, c'est l'expérimentation en tant que telle, en haut, et en bas, vous avez effectivement deux courbes qui donnent la capacité en eau du sol pendant l'expérimentation. Vous apercevez qu'en rouge, le témoin a bien été stressé avec une capacité en sol limitée. Suivant. Alors, le résultat principal de cet essai sur le basilic, c'est que vous voyez à gauche sur cet histogramme, vous avez le témoin non stressé. À droite, vous avez le témoin stressé. C'est très important dans un essai biostimulant d'avoir un témoin non stressé et un témoin stressé, puisqu'on va en général essayer de gérer des stress. Et on s'aperçoit quelques modalités qui effectivement nous permettent de retrouver des états de biomasse fraîche, de rendement, au type du témoin non stressé, notamment la modalité à 2 litres par hectare en préventif, qui, vous l'aurez remarqué, est assez similaire d'ailleurs en termes de résultats à la modalité de 1 litre par hectare en préventif et en curatif. Donc ça veut dire que l'agriculteur peut choisir l'une ou l'autre des modalités tout en gardant le même niveau d'application et pour un résultat similaire. On s'apercevra d'ailleurs que la modalité 2 litres par hectare en préventif et en curatif n'amène pas beaucoup plus de résultats en termes de biomasse fraîche. Par contre, elle est plus coûteuse forcément pour l'agriculteur. Donc, c'est un équilibre à bien trouver. Suivant. Les biostimulants ont aussi un effet sur la qualité des productions. On peut parler de qualité ou d'aspect nutritif en fonction des plantes et des productions. Et là, on a choisi de vous proposer un exemple qui est tiré de publications qui si vous intéresse, je pourrais vous les envoyer. N'hésitez pas à me contacter, qui ont été faits sur les brassicacées et pour notamment regarder l'évolution des composés phénoliques dans les plantes. Vous savez que les plantes produisent des composés phénoliques à la fois en termes physiologiques, elles-mêmes pour se défendre, mais également ces composés phénoliques ont un intérêt pour la santé humaine et au niveau qualitatif. Suivant.
Donc, on avait fait un essai il y a quelques années de cela en Irlande sur l'application d'extrait d'algues à 3 litres, 30 litres, 300 litres par hectare. Rassurez-vous, personne n'applique 300 litres par hectare, ni 30 litres d'ailleurs. En maraîchage, on est plus sur 3 litres par hectare. Et vous voyez qu'au niveau des rendements totaux, on n'a pas observé des modifications importantes. Suivant. Par contre, au niveau de la qualité, donc la composition, notamment en composés phénoliques des cultures, en l'occurrence dans les brocolis sur les 2 diagrammes du haut, on s'aperçoit que les composés phénoliques totaux sont passés de 40 mg par 100 g de brocoli dans le témoin à plus de 60 mg par 100 g de brocoli à la modalité 3 litres par hectare. Et quelque chose qui a été confirmé par notamment l'augmentation aussi de manière significative des flavonoïdes dans ces cultures. En parallèle de cela, nous avions fait aussi des essais sur des choux, le diagramme en bas à gauche, et vous voyez qu'effectivement, on augmente aussi systématiquement la teneur en composés phénoliques totaux, et sans aller dans les détails, nous avions testé également sur des oignons, et la tendance est également la même. Donc la qualité et la composition des cultures peuvent vraiment être modifiées par l'application de ce type de biostimulants. Donc, suite à de nombreuses remontées terrain témoignant de l'amélioration du goût induite par l'usage de nos extraits de plantes, nous avons commencé des tests consommateurs avec un laboratoire spécialisé. Donc la tomate hors sol, sur laquelle on a l'habitude de travailler et qui est souvent critiquée pour son goût, nous a apparu être un candidat parfait pour ce test. Nous avons donc réalisé un prélèvement sur une partie traitée et une partie témoin dans des conditions qui étaient strictement identiques, donc même serre, même date de plantation, variété identique. Et nous avons envoyé tout ça sur un test au consommateur qui se déroule avec 70 personnes. Donc ce premier test révèle une différence significative à un seuil de 5% entre le lot traité et le lot témoin. Ce test en fait est le premier d'une grande série. Il a surtout vocation à confirmer que les observations positives de nos clients sont fondées et vérifiables et qu'elles ne reposent pas sur un effet placebo. Voilà. Suivante. Un autre sujet qu'on travaille est donc l'amélioration de la qualité nutritionnelle. C'est un sujet qui est aussi au cœur des préoccupations, nous a conduit à réaliser un premier test sur des carottes. Pour ce test, on a prélevé directement dans les frigos de nos clients des carottes ayant été traitées avec des extraits de plantes et des carottes non traitées. Suivante. Donc ce test indique que l'usage de notre biostimulant influence positivement la quantité de bêta-carotène, de polyphénol, mais surtout la teneur en vitamine B9. Suivante. Un autre intérêt des biostimulants, je vais vous présenter maintenant un test qui a été réalisé par l'un de nos clients sur sa culture de panais, donc traité avec des extraits de plantes contre des plantes non traitées. Et on peut voir sur la photo du milieu des plantes après 1 mois de conservation à température ambiante. On voit, le résultat est assez visuel. On voit une perte en eau beaucoup plus importante sur la partie non traitée, ce qui traduit une meilleure résistance en conservation des plantes traitées avec les biostimulants. Et du coup, pour compléter la partie conservation des produits en post-récolte, donc ici on a des effets sur des framboises. Donc il y avait des lots de framboisiers traités ou non traités, et on a regardé au bout de combien de temps on avait une apparition de moisissures sur les framboises dans des barquettes. Et donc, on avait gagné 2 jours de conservation supplémentaire avec les framboises issues de la modalité traitée avec le biostimulant. Donc, il n'y a pas véritablement de tests qui ont été effectués pour déterminer pourquoi on a gagné 2 jours de plus, mais 2 jours, ça reste quelque chose de très important pour des cultures de ce type-là. Et on peut mettre comme hypothèse des teneurs supérieures en antioxydants, par exemple. Donc, on a bien ici, c'est bien encore un effet biostimulant et pas un effet biocontrôle avec
avec un effet du produit sur le champignon. C'est pas ça, c'est vraiment un produit biostimulant pour favoriser la production de métabolites par la plante. Suivant. Alors, on arrive dans le troisième grand axe de la présentation d'aujourd'hui, où on voulait insister un petit peu ensemble sur l'aspect fiabilité, sourcing, stabilité des biostimulants. Les biostimulants, ce n'est pas nouveau, hein, mais effectivement, dans pas mal de cas, des biostimulants ont montré des activités, des fois des bonnes bioactivités, d'autres fois d'autres, avec des régularités dans les résultats qui ne sont pas forcément très fiables. Et on voulais insister sur ce point-là. Mais déjà, en termes de sourcing, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la biomasse est biologiquement disponible, hein, ça a été déjà évoqué dans une présentation précédente. Est-ce que c'est réglementairement accessible? Et on sait qu'il y a eu effectivement maintenant une nouvelle réglementation sur ce biostimulant européen qui est en train d'être mise en application. La biomasse qui est utilisée pour produire ces biostimulants est-elle écologiquement et économiquement viable et durable? Ça, c'est important, un point important à aborder quand on va aller sourcer son biostimulant et surtout s'inscrire dans la durabilité de produits. Alors, on prend à nouveau l'exemple des algues pour illustrer ces points-là. Et quand on dit extrait d'algues, par exemple, en fait, on dit ça englobe beaucoup de choses. Et il faut être assez vigilant dans la façon dont on va aller sélectionner son sourcing. Parce que algues, on peut parler de microalgues, de macroalgues. Il faut savoir que la plupart des biostimulants, 97-92% des biostimulants sont basés sur des macroalgues. Les algues sont divisées en 3 grandes catégories, les rouges, les vertes et les brunes. Et vous voyez finalement que la répartition d'utilisation des algues pour les applications biostimulantes, c'est 98 à 90% d'algues brunes. Donc, on va essentiellement aller sur ces actifs-là. Ensuite, quand on va même sur plus précisément sur les algues brunes, finalement, ça concerne que quelques espèces, alors qu'il y a probablement 500 espèces d'algues brunes. Dans ces espèces-là, il y a même une qui revient régulièrement, qui est l'Ascophyllum nodosum, qui est une espèce d'algue brune d'Atlantique Nord, et qui commence à poser des problèmes de sourcing et d'approvisionnement, puisque précisément, beaucoup d'entreprises basent leur développement de biostimulants sur cette algue-là, ce qui met de la pression sur ces algues, d'où la pression biologique dont je vous parlais auparavant, et la pression écologique auquel il faut être attentif. Suivant. Alors, pour continuer sur l'exemple des algues et du sourcing, ici, vous avez un tableau qui reprend un peu les composés actifs tels que je vous ai présentés en début de présentation, avec les alginates, les laminaranes, le mannitol, les protéines, les cendres. Et vous voyez que, en fait, dans les algues brunes, si on prend toutes les algues brunes, les variations de ces composés-là peuvent être assez importantes, hein. Juste l'exemple du laminarane, qui est connu pour être un éliciteur de la physiologie des plantes, et on voit qu'effectivement, il peut varier de 1 à 20% en fonction de l'espèce dans laquelle on travaille. Donc forcément, le produit qui va être produit à partir de la biomasse dont on va avoir une évolution de composition va forcément évoluer dans le produit final et potentiellement mener des bioactivités assez différentes et aléatoires. Suivant. Et si on va même plus en détail, là, vous avez sur ce graphique, alors moi, je ne vois pas la partie basse de la diapo, j'espère que vous la voyez, mais en gros, en fait, c'est la variation annuelle, mois par mois, de composition d'un extrait, d'une algue Ascophyllum nodosum, avec les composés actifs tels que je vous les ai décrits. Et on s'aperçoit que si certaines constantes sont là, à savoir la teneur en minéraux ou la teneur en alginate, qui est relativement similaire d'une saison à l'autre, on s'aperçoit pour certains composés, par exemple le mannitol, on voit qu'il y a des variations assez importantes et qui, du coup, peuvent emmener des variations, même dans la même espèce d'algue, dans le produit, qui sont relativement importantes et qui pourraient se traduire en termes d'application derrière sur des niveaux d'activité plus ou moins efficaces. Donc, d'où l'importance de bien connaître les actifs, leur variabilité et comment on peut assurer un niveau minimum de ces composés
dans l'extrait biostimulant qui va être utilisé. Suivant. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'attarder puisqu'on a un peu dépassé au niveau du temps, mais cette dernière Alors là, slide... vous avez dépassé tous les temps, les jeunes. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de... Ouais, est-ce qu'on peut conclure rapidement, parce qu'il y a une question très importante, parce que vous avez parlé beaucoup de maraîchage, mais est-ce que sur les grandes cultures, ça marche aussi? Est-ce qu'on a une meilleure connaissance de ces mécanismes, justement, de ces substances, avec une réflexion un peu plus globale sur la synergie ou les synergies avec les autres intrants? Alors, je veux bien répondre. Alors, sur les grandes cultures, la problématique est un petit peu plus complexe, je vous l'ai expliqué, hein. Les biostimulants, la majorité des applications se fait en foliaire, et sur du maraîchage ou de l'arboriculture ou de la viticulture, on passe régulièrement des produits en foliaire, hein, tous les 10-15 jours, ce qui n'est pas le cas en grande culture. Et du coup, la question du positionnement de ces composés-là est beaucoup plus fine, et ça nécessite vraiment de travailler soit au niveau de la semence, au niveau du semis, ou une fois à deux fois lorsqu'on va avoir un foliaire, mais avec des niveaux d'application qui nécessitent vraiment d'aller sur l'actif et de mieux comprendre vraiment la fonctionnalité de l'actif. Merci à tous les trois. Merci à Gwenaël, merci à Roman, merci à Franck. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça qu'on abrège un tout petit peu. En tout cas, merci. On a beaucoup de questions. On vous les transmettra évidemment, parce que vous êtes plus de 300 à être connectés et il y a beaucoup de questions évidemment. On a voulu recentrer un petit peu sur les grandes cultures. Et on a beaucoup parlé de culture plein champ. Vous allez voir qu'en hors-sol, en milieu ultra artificiel, on peut quand même faire ressortir quelques points positifs qui donnent un peu d'oxygène à l'économie circulaire. Regardez. Nous produisons du concombre et des tomates sous serre en verre, donc des serres traditionnelles. On va pouvoir contrôler dans cet environnement confiné l'ambiance climatique, et donc on va optimiser au mieux cette ambiance climatique pour favoriser la croissance de la plante et la production de nos concombres. Parce qu'à l'extérieur, le concombre va avoir beaucoup de mal à se développer. Il a besoin de chaleur, de conditions particulières. On le voit dans la serre ici, hein, dès qu'il y a du soleil, il fait chaud. Aujourd'hui, on cultive donc le concombre en culture hors sol. Ça nous permet d'avoir des avantages très importants en termes de qualité. Alors déjà, on évite d'avoir tous les problèmes sanitaires liés à la terre, ce qui nous évite de faire des traitements pour protéger la plante. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir apporter les solutions nutritives spécifiques aux besoins de la plante, donc de l'eau et les minéraux qui sont associés pour sa croissance. La culture hors sol s'inscrit dans une logique très importante de développement durable, parce qu'on a à cœur de recycler l'ensemble de nos solutions nutritives. En fait, les plantes, si elles ne consomment pas ce qu'on leur apporte en eau et en minéraux, mais on va le récupérer et on va recycler toute cette eau pour pouvoir la réintroduire dans le circuit d'irrigation. Nous produisons aujourd'hui avec une économie d'énergie, d'eau et de produits phytosanitaires. L'AOPN, à travers son parc de serres et l'ensemble de ses producteurs, est lancée dans la démarche du renouvellement du parc vers ces serres nouvelle génération qui sont beaucoup plus lumineuses, avec des carreaux plus larges, des ouvrants plus importants, des écrans thermiques qui nous permettent de faire des économies d'énergie, vont nous permettre de tendre vers ces enjeux environnementaux de demain. La mise en place de toutes ces nouvelles technologies nous permettent d'atteindre des objectifs environnementaux, ce qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle à l'agroécologie. Donc on arrose les plantes grâce à un système de goutte à goutte qui nous permet d'amener juste la quantité d'eau dont la plante a besoin. Ensuite, on a un excès d'eau, mais qui est récupéré par une gouttière. Et on peut réutiliser donc cette eau sur la culture, ce qui nous permet d'avoir aucun gaspillage d'eau au niveau de la serre. La production de tomates et concombres de France, c'est avant tout la réduction des intrants phytosanitaires, c'est les économies d'eau, c'est l'utilisation d'énergies renouvelables telles que la biomasse, la cogénération. On est véritablement vers une production beaucoup plus écologique et on peut même imaginer que demain la serre devienne à énergie positive. Ça va nous donner une vision prospective de la filière
producteurs-consommateurs sur les matières fertilisantes. Pour cela, nous avons toujours Cédric Abria, qui est président de chez Afaya. Laurent Largan nous a rejoint, vous êtes directeur chez Afaya. Nous avons aussi en ligne Thierry Burlot, président de l'Office français de la biodiversité, qui était avec nous ce matin. Pierre Philippe, qui est directeur général des coopératives Les Vignerons de Buzet, qui est également à distance. Philippe Noyau, vice-président Contrat de Solutions, qui est également avec nous. Et Simon Boigard, gérant SCEA Cap Production, qui est également avec nous. Donc, qui ouvre le bal? Laurent, peut-être, quelques mots. Oui, juste quelques mots pour un petit peu cadrer l'opinion d'Afaya sur la question. Avec toutes les présentations très riches qu'on a eues jusque-là, on pourrait dire, ben voilà, tous les voyants sont au vert. Si on prend produit par produit, sur les supports de culture, par exemple, il y a le marché professionnel a connu quelques vicissitudes suite à la crise de l'horticulture. Par contre, le marché grand public se tient bien, même s'il a été perturbé par la crise Covid de ce printemps. Les paillages, bien sûr, sont des produits qui sont vraiment dans l'air du temps et qui marchent bien. Sur les biostimulants, on en a parlé à l'instant, il y a encore beaucoup de choses à faire, vous l'avez vu, pour faire mieux connaître, mieux expliquer ce que sont les produits. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'actions de communication sur ces produits. On aura bientôt le futur règlement européen qui va donner enfin un statut clair à ces produits et faciliter leur reconnaissance et probablement booster leur développement. Et puis bien sûr, pour les fertilisants organiques, vous avez vu, il y a un gros intérêt de plus en plus partagé par les agriculteurs et globalement par la suite, c'est-à-dire par toutes les filières, pour avoir des intrants renouvelables issus de l'économie circulaire. On a vu enfin, avec la présentation de Charles de Liedekerke, que ça a l'air de se décoincer sur la question des crédits carbone. C'est quelque chose qui tourne depuis des années. On n'avait rien vu de très convaincant. Là, on a une initiative qui semble vraiment intéressante et vraiment bien cadrée. Il faut savoir que pour tous les producteurs de fertilisants organiques, cette valorisation du carbone dans la fertilisation, à côté des éléments nutritifs, la valorisation du carbone dans la fertilisation organique, c'est vraiment le Graal pour nous. C'est quelque chose qu'on cherche à faire depuis longtemps. Donc c'est extrêmement intéressant d'aller là-dessus. Mais cela dit, quand on regarde un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus. On a par exemple toujours des questions sur certains matériaux, des supports de culture, par exemple autour des tourbes. Ça fait l'objet de pas mal de nos actions. Sur les biostimulants, finalement, le règlement européen, il est très bien, mais il est pour l'instant un petit peu trop serré, c'est-à-dire que tous les produits ne peuvent pas rentrer dedans. Donc, il y aura encore une place pour des AMM, des autorisations de mise en marché, donc pays par pays, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, pour les fertilisants organiques, on espérait beaucoup du fameux socle commun d'innocuité et de qualité des produits dont Cédric a parlé ce matin. Aujourd'hui, le texte qui est en consultation pour le futur décret, c'est une usine à gaz très très complexe. Et finalement, on a l'impression que plus nos autorités essaient de pousser ce développement des fertilisants organiques, plus finalement on met des bâtons dans les roues et on risque de casser des filières qui finalement qui vont bien. Donc il y a des voyants très verts, mais il y a également beaucoup de choses qu'il faut remettre dans le bon sens pour que le développement puisse se poursuivre. Peut-être Pierre-Philippe, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général des coopératives Les Vignerons du Buzet. Vous avez une vision assez intéressante justement de la production des vignes et notamment cette association avec la polyculture qui pourrait être aussi une solution. Oui, alors je vous entends assez mal. J'ai une connexion qui est assez instable. Oui, alors en effet, bon, écoutez, on parlait de prospective de la filière, de votre filière. J'aurais tendance à dire qu'elle va évidemment complètement, pour nous, se caler sur notre propre vision prospective, sur notre propre filière. Et je parlerai de celle que je connais effectivement le mieux, qui est la filière viticole. Pour nous, le scénario le plus probable est que nous nous acheminons vers une baisse structurelle de notre consommation et une contrainte et des contraintes, sociétales de plus en plus fortes, qui nous oblige à nous réinterroger sur nos modes de conduite en matière de culture. Donc,
Très clairement, si je prends notre exemple d'une société coopérative, donc les Vignerons de Buzet, nous sommes situés, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, en Lot-et-Garonne, dans une zone de polyculture, donc, où effectivement, depuis 2006 et même 2006-2007, nous avons commencé à travailler avec les fertilisants organiques, avec une grande entreprise tarnaise. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'effectivement, le modèle sur lequel nous reposait la viticulture dans le monde en général était essentiellement basé sur la chimie. Nous sommes une plante, nous gérons une plante extrêmement fragile qui, si on prend le cas de la France, doit représenter 2,3% de la surface agricole utile, mais utilise beaucoup trop de pesticides, et donc on nous le reproche. Et donc, du coup, il a fallu nous interroger sur nos pratiques, et donc, effectivement, notre culture de polyculteur nous a amené à nous interroger aussi sur la collaboration, et notamment les aspects liés aux couverts végétaux et à l'agroforesterie. Donc, voilà, donc, si c'est ça si je peux répondre à votre question par ce pan-là. Notre préoccupation essentielle étant d'avoir des sols vivants, puisque notre intuition, depuis le début, est de dire que plus nos sols seront en bonne santé, eh bien, moins on aura d'ailleurs à se penser à les soigner, eh bien, plus on peut espérer que nos plantes seront fortes et expressives sur le plan aromatique. Donc voilà, on travaille beaucoup sur cet axe-là, avec toutes les difficultés, mais je ne sais pas si pour l'occasion de les aborder, on peut avoir de déployer ce genre d'approche intellectuelle dans le monde agricole. Moi, j'ai 160 coopérateurs, polyculteurs, donc, comme vous l'avez souligné, et qui, pour beaucoup, sont encore attachés sur de la grande culture à des pratiques, on va dire, très conventionnelles. Voilà, donc c'est un petit peu de schizophrénie pour eux de travailler d'un côté avec nous sur des modèles inspirés de l'agroécologie, et de l'autre côté avec d'autres coopératives sur lesquelles ils sont aussi adhérents, des modèles là très conventionnels. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Tout à fait, c'était très intéressant, fort et clair. Philippe Noyau, vous êtes vice-président des contrats de solutions. Quelle est votre vision prospective? Alors, Philippe Noyau, je suis agriculteur aussi, donc je suis vraiment dedans. Notre vision, c'est qu'on a besoin, on est en attente, et le contrat de solution est là pour là, peut-être en quelques mots. Donc, c'est vraiment 44 partenaires, donc fait partie de la FIA, pour trouver des solutions. Alors, en premier lieu, c'était pour répondre à l'attente sociétale, mais c'est aussi pour répondre à l'attente des agriculteurs, pour en fait soigner nos plantes, pour produire, pour avoir de la production dans les meilleures conditions, et surtout en réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, notre attente, elle est bien sûr, tout ce qui a été dit tout à l'heure, elle est sur les biostimulants, elle est aussi sur le paillage pour éviter l'herbicide, et elle est aussi sur les substrats, ça a été soulevé dans le film aussi tout à l'heure, donc on est en attente aussi de substrats. Peut-être que les freins, c'est l'économie, c'est-à-dire que c'est croire dans ce produit, donc l'expérimenter, et c'est aussi le retour sur investissement. Donc c'est là peut-être qu'on a besoin de travailler tous ensemble, entre les instituts, les industriels comme toutes les personnes qu'on a vues tout à l'heure, et peut-être les chambres d'agriculture, parce que je suis aussi président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Donc on est en attente, nous aussi, dans les groupements de développement, d'apporter les solutions possibles avec… Alors c'est complexe parce que ce n'est pas une solution, c'est en fait plusieurs solutions qui vont remplacer le phyto. Il faut bien, c'est tous les facteurs de production qu'il faut préserver. Ça a été soulevé tout à l'heure dans le film. Si on apporte un produit, un biostimulant sur une plante très faible ou sur un sol qui est hydromorphe, il n'y aura pas le même résultat que si on a aussi un terreau fertile, entre guillemets, donc pour qu'on puisse valoriser, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ait le maximum de ce que la plante et le sol peut nous donner. On parlait de stress et de plantes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche de près ou pas? Et bien sûr, tout à l'heure, on a parlé de stress hydrique, donc ça nous intéresse fortement. Je demande si on peut avoir un produit qui puisse faire que la plante puisse optimiser au mieux l'eau. Et il y a Thierry Burlot qui est là tout à l'heure, que je connais très bien, et on travaille ensemble tous les deux à l'agence de l'eau. Justement, c'est une solution. Si on peut apporter des solutions aussi pour donc être optimisé et être plus efficient de l'eau, c'est intéressant. Et puis après, le stress de la plante, c'est aussi… effectivement, apporter, nous on expérimente chez nous, c'est
on va amener du phosphore sur la ligne de semis pour pouvoir booster la plante et après utiliser une bineuse qui sera guidée par une caméra et par un satellite qui va en fait biner entre. Donc on aura boosté la plante et pas l'herbe et après on bine l'herbe. Donc tout ça c'est des associations, j'y reviens, mais c'est des associations en fait il y a aussi les biocontrôles qui seront avec, ce sera vraiment une association qu'il faut intégrer, c'est un nouveau modèle en fait qu'il faut qu'on intègre nous agriculteurs, donc qui est plus complexe, qui est un peu plus compliqué mais qui est plus stimulant aussi. Merci. Et Thierry Burlot, ce matin, nous a parlé, nous a adressé un portrait plus optimiste quand même de l'avenir de la Bretagne, notamment en termes de culture. Thierry Burlot, vous êtes toujours là? Oui. Vous êtes président de l'Office français de la biodiversité. Votre vision est la même que celle de Philippe ou de Pierre Philippe? Ben oui, avec Philippe, on se bagarre des fois face aux enjeux qui sont posés devant nous, mais Philippe a raison de dire qu'aujourd'hui, il faut que collectivement, on trouve des solutions. Vous savez, moi, je suis impressionné. On vient d'adopter un projet de SDAGE. Alors, un SDAGE, c'est un peu compliqué, mais en gros, si je devais vous résumer, je vous dirais que Loire-Bretagne, qui couvre 33% du territoire national, bassin de la Loire plus la Bretagne, s'est fixé des grands objectifs en matière de reconquête de la qualité des eaux. Et pour la première fois, apparaissent de nouvelles difficultés, notamment la raréfaction de la ressource. Et c'est un sujet qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des départements, il y a des régions qui sont en train de voir leurs ressources en eau diminuer considérablement. Et même au pied du Massif central, vous vous rendez compte, on nous annonce en 2050 30% de ressources en eau potentielles, efficaces, disponibles, ce qui est énorme. Certains vont même jusqu'à dire que en Sud-Loire, on ne pourra plus demain faire de l'élevage bovin-lait parce qu'on n'aura plus de pâturage. Donc ça devient une question majeure et essentielle. Et ça nous ramène à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, le lien entre finalement l'eau, la biodiversité, le stockage du carbone et une nouvelle approche de nos systèmes. Alors moi, ce que je voudrais dire, d'abord, vous remercier de vous approprier ces sujets parce que malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une forme de stigmatisation, on assiste à des discours simplistes qui voudraient réduire les choses à leur plus simple expression, alors qu'on voit bien que nos économies ne se sortiront que par de nouvelles orientations, une certaine complexité. On voit bien que l'agroforesterie, l'agroécologie, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire, et qu'on a besoin de solutions. Donc moi, je voudrais vraiment vous remercier d'être à la recherche de solutions, solutions techniques bien sûr, mais comme l'a dit Philippe Noyau, solutions économiques aussi pour les exploitations. Et là où je pense qu'on a un travail en commun à réaliser, et encore une fois, je vais rejoindre ce qu'a dit Philippe, c'est que, vous savez, pour un exploitant agricole aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi, parce que, bon, il a son exploitation à faire tourner, on connaît les difficultés économiques, on connaît les contraintes environnementales. Quand c'est pas les pesticides, c'est l'eau. Quand c'est pas l'eau, c'est la biodiversité. Quand c'est pas la biodiversité, c'est le carbone. Et finalement, chacun arrive avec ses solutions et ça devient illisible. Illisible pour l'agriculteur, mais même illisible pour nous. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, et c'est de notre responsabilité collective, d'être en capacité de proposer des solutions globales, d'où l'importance du titre de votre colloque, économie circulaire, proposition globale, qui vise à réduire les intrants et surtout être en capacité de proposer des solutions techniques et financières pour les exploitations. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de contraintes, mais il faudra qu'à un moment donné, si on doit protéger le bien commun, qui est l'eau, si on doit protéger le bien commun, qui est la biodiversité, si on veut
des produits de qualité, si on veut moins de pesticides, il faudra aussi que les pouvoirs publics, que nous, les collectivités, on soit capable d'accompagner financièrement ce mouvement. Mais sur des dispositifs simples, mais qui intègrent l'ensemble des dimensions. Et c'est là aussi que c'est un peu difficile, mais en tout cas, je pense que ce que vous avez proposé, enfin ce que vous proposez à travers vos actions, doit permettre d'aborder cette complexité et de nous donner des solutions. Moi, encore une fois, vous savez, on gère, les agences de l'eau, les comités de bassin ont un outil financier qui s'appelle les agences de l'eau. Et sur notre bassin Loire-Bretagne, c'est 400 millions d'euros d'aide publique à peu près par an qui sont apportés. L'ADEME, qui travaille sur le carbone et sur les questions climatiques et énergétiques, a aussi des budgets importants. On voit bien que la PAC aujourd'hui est en train d'être redéfinie au regard de nouveaux objectifs environnementaux. Ben, il faut qu'à un moment donné, tout ça, et je pourrais rajouter l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui va aussi participer, je l'espère, financièrement à ces mutations. Ben, je pense que tout ça, il faut qu'on crée un dispositif que je souhaiterais unique, mais qui soit capable d'apporter non seulement des solutions, mais des accompagnements aux solutions. Encore une fois, pour en avoir discuté, chacun est capable de comprendre qu'il faudra à un moment donné sortir des pesticides. Le problème, c'est comment on fait. Comment on fait? Avec quels outils? Avec quels accompagnements? Donc, c'est ces solutions qu'il faut rechercher. Mais pour conclure, je vais dire que, vous savez, en Bretagne, quand on s'est réveillé il y a 30 ans, et quand on nous appelait, on était en ce qu'on appelait en zone d'excellence structurelle. C'est-à-dire on produisait trop d'azote organique par rapport aux capacités épuratoires des sols, ce qui était une vraie difficulté. Bon, on a pris le dossier à bras-le-corps, et aujourd'hui, malgré ce qui a pu être dit sur le reportage de France 5, qui a été catastrophique quand même, de la semaine dernière, bah, qu'on veuille ou non, la Bretagne est sortie des contentieux nitrates. La Bretagne est la première région d'Europe à sortir des contentieux nitrates. Donc, les agriculteurs sont capables de comprendre. Si on les accompagne, si on leur donne les moyens, ils sont capables de comprendre. Et aujourd'hui, la valeur de la fertilisation organique des exploitations, elle est valorisée. Et ça devient presque un outil de l'économie circulaire dont vous parliez tout à l'heure. Donc voilà, essayer de faire de nos faiblesses, de nos difficultés actuelles, des forces pour demain. C'est un livrable de solutions qu'il faut travailler. Simon Wagard, vous partagez également cette vision, la vision de Thierry Burlot, accompagnement, responsabilisation, union fait la force. Vous êtes gérant de chez SCEA Cap Production, vous êtes d'accord? Oui, bonjour. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, c'était quand même assez clair. Donc moi, je suis producteur de concombres hors sol. Donc depuis 2 ans, depuis cette année, je suis passé en organique sur un mélange de tourbe et un OTCR en coco. Toujours dans l'idée d'apporter des champignons pour amener une vie microbienne dans le sol. Donc pour augmenter, comme ça a été dit depuis le début, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre les micro-organismes dans les meilleures conditions, que ce soit champignons ou bactéries, les bons micro-organismes dans les bonnes conditions pour pouvoir aider la plante et à terme pouvoir éviter l'utilisation surtout de fongicides. Surtout, vous avez obtenu plus de fruits, vous avez augmenté votre recyclage, vous avez moins de maladies cryptogamiques, donc ça marche. On a les premiers effets, que ça marche, oui, on a des bons résultats pour le moment, mais il y a encore à travailler. Et comme c'est très complexe, on n'a pas toutes les données, on n'a pas le mode d'emploi qui est fourni avec, donc il faut encore qu'on travaille sur tout ça, savoir comment les utiliser, quelle fréquence, quel moment. Mais oui, on a des bons résultats, c'est déjà intéressant, et à terme, c'est pouvoir utiliser plus. Qu'est-ce qui vous avait fait sauter le pas de passer d'un substrat neutre à un substrat plus organique? Parce que c'était plus facile de faire sur du substrat neutre. Je suis arrivé, moi, j'ai commencé la production en 2019 où on a eu un été très chaud, très sec et très stressant pour les plantes, et j'ai eu beaucoup de pythium dans les serres.
Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le choix, c'était de partir sur un développement, de pouvoir mettre du trichoderma dans les substrats. Et pour mettre ces trichoderma dans les meilleures conditions, l'idée, c'était de partir sur un mélange organique. Aussi, pour un point de vue personnel, je préférais faire pousser les plantes dans un sol vivant, et d'un point de vue sociétal également. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivé à un mélange organique. Vous avez été soutenu dans ce pas par des professionnels, par l'État ou par d'autres personnes? On est accompagné par un centre technique où dès qu'il y a des nouvelles solutions qui sont apportées via le SVETMO, on demande d'essayer avant dans cette structure-là, parce qu'on vient avec tellement de choses différentes chez nous que c'est compliqué de tout essayer chez nous. Donc nous, on a besoin de résultats, de choses qui fonctionnent. Donc on passe par la Chambre d'agriculture qui est le SVETMO pour faire les essais. Et une fois que c'est validé en partie, parce que c'est sur des petites échelles, et ben on essaye dans nos serres. Et donc c'est des systèmes qui avaient été essayés plusieurs années dans le centre technique. Merci beaucoup, merci Thierry, merci Pierre, merci Philippe, merci Pierre-Philippe, pardon, merci Philippe, merci Simon. Laurent, un petit mot pour pré-conclure. Oui, avant la conclusion finale de président d'AFAIA, Cédric Abria, oui, je retiens ce qu'on dit finalement dans la table ronde, les deux agriculteurs présents, Philippe Noyau et Simon Boigard, plus je rajouterai aussi Pierre-Philippe, puisqu'il est directeur d'une coopérative, donc il représente aussi des agriculteurs. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les solutions proposées, que ce soit sur les fertilisants organiques dans le cas de la vigne ou sur les substrats ou sur des substrats plus vivants ou bien sur les biostimulants, on voit que ces solutions, en tout cas, ont l'air de marcher. Je dirais ça, les solutions, ça marche, ça fonctionne. Mais cela dit, et ça ressort bien de tout ce qui a été dit, il y a toujours un gros besoin d'explication, d'accompagnement, de communication autour de ces sujets. Et donc, c'est ce à quoi s'emploie AFAIA. Cédric l'a dit tout ce matin, tout à la fin, il va le redire. On investit énormément dans la formation, dans la communication sur les produits, de façon à essayer de faire en sorte que l'interface entre les producteurs, fournisseurs de solutions et les agriculteurs soit la plus facile possible. Et donc là, comme tu l'as dit, Philippe, l'union fait la force. Et donc, il est évident qu'on représente beaucoup d'entreprises qui sont souvent de petites entreprises. Et donc, il y a un intérêt vraiment économique, un intérêt technique, et un intérêt aussi dans les relations, parce que AFAIA, c'est aussi un lieu où les adhérents vont échanger entre eux sur différents points. Donc, il y a vraiment un intérêt de se grouper pour avancer dans ces solutions de promotion de ces produits organiques, de promotion de ces biostimulants. Donc je pense que ce qui ressort de ce qu'ont dit les gens qui sont très proches des agriculteurs ou agriculteurs eux-mêmes, c'est vraiment ça. Et ça tombe bien, entre guillemets, puisque finalement, c'est exactement ce qui est au cœur de nos axes stratégiques. Cédric, une petite phrase nourrie pour conclure. Oui, un petit peu plus qu'une petite phrase. Hein. Je crois qu'on a eu un colloque très dense avec une intégration des dimensions à la fois institutionnelles, réglementaires, techniques, avec des éléments très appliqués. C'est une bonne démonstration, je pense, que des solutions existent déjà et développées par nos adhérents pour répondre aux enjeux de l'agriculture circulaire, que nos adhérents n'ont pas attendu que ça soit dans l'air du temps pour œuvrer dans ce domaine. Parfois, même depuis plusieurs dizaines d'années, ils sont sur ce sujet. Je tiens aussi, bien sûr, à remercier tous les intervenants que nous avons eus et nos partenaires pour ce colloque. Les membres du comité de pilotage également, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont été très moteurs. Et c'est aussi un bel exemple de nos actions transversales qui regroupent et motivent l'ensemble des adhérents d'AFAIA. Aussi notre maître de cérémonie. J'ai appris beaucoup de choses. C'était le but aussi. Parce qu'en fait, nous, les jardiniers amateurs ou professionnels, en fait, c'est la même chose que des agriculteurs ou des producteurs ou des maraîchers. C'est tant que le sol ne sera pas maîtrisé et respecté, on ne pourra pas avoir une culture extraordinaire. Tout à fait. Et évidemment, la vie sur Terre en sera bien sûr changer. Bien sûr, merci aussi aux auditeurs qui ont été très nombreux, encore plus nombreux que nos précédentes éditions. Ça
ça nous renforce dans notre démarche et dans l'intérêt de notre dynamique, à la fois effectivement pour être une vitrine de nos sociétés, mais également pour pouvoir vulgariser et informer sur les solutions qui apparaissent. Après, mon grand remerciement va à nos permanents, à Laurent, à Stéphanie, à Hélène. Sans leur engagement, on va dire, acharné sur ce projet, cet événement n'aurait pas eu lieu. Ils ont dû s'adapter sur des contraintes vraiment très spécifiques cette année, contraintes sanitaires, qui nous ont obligés à revoir plusieurs fois le format de cette édition avant d'arriver à la formule qui a eu lieu aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau du conseil d'administration et des adhérents, de toute façon, on avait la volonté de maintenir cet événement, on va dire, coûte que coûte. Au fil des éditions, on estime que cela devient un repère et une référence. Et bien évidemment, il y aura un futur rendez-vous. En tout cas, pour l'avenir à venir, il y aura aussi une nouveauté. On en a parlé un petit peu, c'est le concours étudiant. C'est aussi pour nous un investissement dans le futur, dans les nouvelles générations, dans ceux qui vont arriver sur le marché du travail. On sait que c'est difficile pour eux cette année, mais on cherche aussi à les soutenir. Et je vous donne rendez-vous donc début 2021 pour justement la remise de ces prix et la définition des lauréats pour notre première édition du concours. Et ma foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à bientôt. Merci Cédric, merci Laurent. Le vrai retour à la Terre, c'est maintenant. Si vous voulez justement accéder au replay à l'ensemble de la matinée et de l'après-midi, eh bien, vous en aurez la possibilité. Et vous aurez tous les slides, enfin toutes les petites fiches qui ont défilé tout au long de cette journée sur www.agriculture-circulaire.com. Passez une belle soirée, soyez heureux et vive la Terre.